Ok, normalement je suis live, ne vous inquiétez pas pour ma tête de pilote, c'est juste pour avoir un meilleur son. Donc pour les personnes qui rejoindront ce live par la suite, ce sera également un IGTV, donc si jamais il y a toujours le temps de battement au départ. Coucou tout le monde, j'insiste sur ce truc, j'ai un micro, je sais, j'espère que la qualité du son du coup est bonne. J'accepte, j'assume le look de pilote, mais on va parler des super, de la superfood, des aliments qui sont considérés comme au-delà d'autres, et savoir si c'est quelque chose de cool, quelque chose de réel, ou si c'est une simple fumisterie supplémentaire. Yo, hey, Axe Trainer, comment ça va Axel? Si vous arrivez à me dire si le son est bon, j'assume à nouveau hein, le look de pilote, mais au moins je pense que le son est pas mal. C'est un nouvel achat, donc voilà, je vais assumer ça. Donc pour les personnes qui nous rejoignent petit à petit, on va parler de la superfood. Est-ce qu'il existe vraiment des aliments de qualité tellement supérieure que finalement ça vaut vraiment la peine d'investir dans voilà, des choses qui viennent souvent de l'autre bout du monde, ce genre de choses. Et je vais être rejoint par le naturopathe sportif qui est Victor Laroche. Super, apparemment le son est bon, c'est magnifique, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je peux faire ces lives assez facilement avec un son de qualité, donc magnifique. Et donc juste le temps que Victor me rejoigne, l'idée c'est de parler de choses comme, alors vous avez certainement entendu parler des graines de chia, de la spiruline, des baies de goji, de la chlorella, du jus de céleri, des brocolis, de différents oléagineux, du chanvre, des baies d'açaï, ce genre de choses. Donc on va aller pile dans ce sujet, je vais rajouter d'autres sujets de mon côté aussi, et le but c'est faire un petit peu un tri. Et si on se débrouille finalement pour avoir une espèce de bilan de ce côté-là au niveau de la superfood, comme on aime bien les appeler, on va essayer de regarder s'il y a des choses qui en valent vraiment la peine, s'il y a des aliments qui sont vraiment plus nutritifs que d'autres, ou si globalement on fait que perdre notre argent comme beaucoup de choses du côté des suppléments. Et je viens de voir que Victor m'a fait cette demande pour rejoindre le live. Il devrait d'ici quelques instants. Alors si ça fonctionne, il devrait arriver. Oh Victor, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super bien. J'ai un look de pilote. J'ai dit aux autres que j'assumais. Je teste un truc pour le son. Apparemment, la qualité est bonne. Ouais, la qualité, enfin chez moi elle est très bonne, mais moi par contre la qualité de la lumière, elle est peut-être pas suffisante. Euh, Ça a l'air d'aller, t'inquiète. Au pire, ça te fera plus lumineux à côté de ma tête de pilote. C'est très bien. ouais, bon de toute façon on n'est pas là, c'est pas la Fashion Week on va dire. C'est Non, pas un non. live sur la Fashion Week. T'inquiète, ce sera le prochain celui-là. Ouais, voilà. Il faudra que je me prépare parce que je suis pas prêt pour ce genre de choses. Ouais, moi non, surtout. Bon. Trop cool. Bah écoute, trop content de t'avoir là. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein, confiné, mais c'est chiant, mais Ouais, ah, purée. au bout d'un moment il va falloir que ça s'arrête cette merde, hein. Mais bon. Ouais. Bon, ouais, c'est délicat. Moi, je peux pas me plaindre de quoi que ce soit. Tu connais mes environs, la montagne et tout, donc Ouais, je me ouais, balade quand même assez librement. Je vais pas me plaindre de quoi que ce soit, mais ouais, non. purée, malgré ça, ça va. Tu tiens le coup. C'est combien de temps encore, juste par Oh, curiosité, savoir. on sait pas, mais Ah, le problème, putain, c'est chaud. là, il peut faire tenir, je pense qu'il va faire tenir ça pendant des mois en fait maintenant. Moi, je travaille dans une, enfin, soit je travaille en ligne, soit je travaille dans une salle de sport, en fait, et quand les salles de Ouais, sport sont fermées, bah, le cabinet est pas ouvert, quoi. Mais ouais. bon, Mais c'est tant comme que ça, tu hein. peux aller, ouais, c'est moins essentiel que les clopes et les autres trucs, donc c'est normal que ce Oui, soit voilà, fermé c'est comme ça, ça. bah ouais. Oui, c'est pas essentiel. Non, non, c'est pas Enfin essentiel. bref. Mais On va bon, ouais, voilà. déjà, bon, parce que je sais qu'on va déjà rentrer dans la controverse, donc si on veut quand même pouvoir garder ce live sans que nos deux comptes soient supprimés, je pense que. Il faut pas dire le mot Covid, en fait, c'est tout. Ah d'accord, ok, ça marche. Donc je suis rassuré que tu l'aies pas dit. Du coup, Non, non, mais non, ça je va, déconne. on l'a dit isolément, ça va. T'inquiète. Non, non, c'est nickel. Mais blague à part, je suis conscient de ce genre de truc. Donc j'ai vu d'ailleurs, et là j'utilise des termes un peu généraux, que des collègues avaient partagé pas mal de choses justement en donnant leur avis et ce genre de choses. Et puis on a échangé sur la quantité de personnes qui voyaient les publications par rapport à d'autres. Et des fois, ça divise par, pas par deux ou par trois, mais par cinq. Genre, d'habitude, une story est Ah, vue par 2000 personnes. Et là, la story est vue par 400 personnes. Et c'est du délire. Il y a vraiment des trucs qui se passent. Donc voilà, il faut prendre les choses au sérieux de ce côté-là, ouais, il y a des questions savoir à se comment. poser. Je pense, que c'est le truc à se dire, ouais, Ouais, clairement. au Ça, bout c'est d'un le. moment, comment ça... Moi, je trouve que, moi, c'est pas mon rôle de parler de ça.
Et puis il y a tellement de gens qui le font, qui donnent leur avis, alors qu'au fond, au fond, tout le monde a son avis, et ce Ouais. n'est que des avis. Personne ne détient de vérité à ce sujet. Et en vérité, enfin, on s'en fout de la plupart des avis des gens, chacun fait le sien et puis c'est tout. Mais c'est vrai que bon, on peut commencer à se poser des questions, quoi. Mais bon, Ouais, ouais, clair. Non, je ben, vais moi, garder, je vais garder mes questions pour moi. j'ai déjà prévu le coup. Je me suis dit si jamais, parce que il y a YouTube, il y a aussi, bon, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a plein de trucs. Puis j'ai déjà les réseaux alternatifs. Si jamais une fois il se passe quelque chose, j'ai déjà tout upload sur un autre média social qui Ah s'appelle ouais, ok. Odyssey ou Odyssey. Enfin bref, Je pour le connais moment pas il n'est du tout. pas très connu. Mais en gros, si Ouais. tu veux voir des trucs avec des gens qui donnent leur avis, ça peut partir dans tous les sens, hein, je préviens. Bah, les gens vont pouvoir s'exprimer plus librement sur ce genre de Bah, canaux. Donc c'est-à-dire que voilà. quand il n'y a pas de succès, il n'y a pas encore de contrôle, j'imagine, ou très peu. Il y a moins, mais ça fait partie tu sais, de ces trucs où justement on revend pas tes informations à d'autres réseaux et donc du coup on n'est pas dans, c'est pas le même écosystème en gros finalement parce D'accord, que ok. t'es sur Internet oui, mais t'as quand même voilà, il y a vraiment une liberté qui est bien différente quoi. Donc voilà. Alors bon, c'était la petite Ouais, introduction, rien voilà, à voir, c'était l'introduction, pas mais du tout introduction. c'était un peu prévu. Victor, on va parler de la superfood et des aliments qui auraient ou peut-être ont vraiment des qualités ou des vertus extraordinaires dans le sens en dehors de l'ordinaire, supérieur à la moyenne. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou non et de quoi on va parler? Est-ce que ça te va si je te fais une mini intro, tu l'annules complètement, tu la reprends, tu la refais à ta sauce comme tu veux juste après, mais j'en propose une petite. La parole est à toi. Vas-y. Ok, ça marche. Alors, avec ton accord, quelques petits trucs que j'ai retenus. Je pense que ce qui va être intéressant, c'est de parler de quelques petites choses qui sont souvent considérées comme de la superfood, donc ces fameux aliments à propriété entre guillemets extraordinaire au sens littéral. Et on entend par exemple parler de graines de chia, de spiruline, de baie de goji, de chlorella, de jus de céleri, de brocoli plus ou moins cuit, voire même surtout cru, des oléagineux, du chanvre, des baies d'açaï, ce genre de choses. Et là, c'est un petit peu pour être large. Et moi, j'aimerais rajouter d'autres aliments, dont un que tu viens de lancer en plein dans la controverse il y a à peine une trentaine de minutes dans ta dernière publication. Certaines formes de lait, peut-être, des choses comme l'ail, peut-être des choses comme le gingembre, des choses comme euh, le jus de pomme de terre. Là, c'est de mon côté, hein, donc Ouais, peut-être ouais, tu bah, connais pas du tout, peut-être. ouais, 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 ok. Des huîtres, du foie, du jaune d'œuf, des Des orties, carottes. des carottes, voilà, nickel. L'idée, c'est de parler de tout ça. Donc ça, c'était ma mini intro avec les quelques exemples que j'avais en tête. Je te laisse reprendre le lead et me dire si tu trouves qu'il y a des choses qu'il faut ajouter, s'il y a déjà des choses qu'il faut virer pour le débat ou voilà, si... commence comme tu veux. Bah, non, écoute, moi je suis plutôt d'accord avec toi. J'imagine que de toute façon, on va aller. Alors, je sais pas si on va prendre les aliments un par un dans le live, mais en tout cas, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de toute façon, on va jongler un petit peu entre tous ces aliments et bien sûr qu'on va être amené à parler. euh, En fait, d'aliments qui sont des super aliments, mais en fait, les gens dans super aliments, ils ont envie de voir du marketing et des petites graines ou des petits trucs. Et quand on se dit des huîtres ou des œufs super aliments ou du lait super aliment, on se dit non, c'est juste un aliment. Et en fait, le super aliment, c'est limite un complément alimentaire. Enfin, Ok, dans l'esprit marketing, je dirais que c'est ça. Mais enfin, moi, je trouve que ça rentre complètement dans le sujet parce que, bah, effectivement, le super aliment, c'est pas forcément un complément alimentaire, un truc qu'on mangerait pas d'habitude, qui fait un peu exotique. C'est simplement un aliment qui offre des, enfin, des apports nutritionnels qui sont gigantesques et très intéressants. Donc, ok, je suis complètement d'accord avec toi trop cool. d'intégrer. Voilà. Bon, bah alors écoute, génial. Je sais pas effectivement comment est-ce qu'on va faire. Si on parle d'un aliment ou d'un autre, si simplement tu balances des premières idées que t'as, puis on rebondit, je sais que toi, Je comment, on pense qu'on n'aura va pas de faire ça. problème. Vas-y seulement. Alors, je te laisse commencer, puis on va rebondir. Bon, tu veux commencer par lequel? Ou alors les gens, ils peuvent éventuellement, les gens peuvent nous mettre en Ah oui, commentaire ce qu'ils veulent, et puis nous, oui. on va débattre dans un peu tout ce qu'on a cité. Voilà, on peut faire ça éventuellement. Très bonne idée, ça marche. Ça donnera un peu plus de spontanéité à l'échange, c'est top. Bon, de toute façon, il y a à la base, vu que à part répertorier une petite liste, j'ai pas préparé grand-chose. Là, on a déjà des premiers commentaires. Oh non, Euh, pas la spiruline, c'est une manière de alors mal tout, commencer. sauf la spiruline. D'accord, tu veux commencer par le lait? On va commencer Non, par le non, deuxième. non, non, je veux bien commencer par la spiruline, mais bon, c'est. Sinon, les graines de chia. Il y a tout cela. Bon, bah, ok, Bah, c'est parti. ouais, bah, comme tu veux, graine de chia ou spiruline, allez.
Alors, je commence volontiers sur les graines de chia. Bah Soit vas-y, moi, commence soit alors. Écoute. super. Les graines de chia, c'est quelque chose que j'ai consommé, moi, et en assez grande quantité dans ma période où j'étais végétalien. Vous pouvez m'imaginer, il y a de cela pas quelques années, enfin, genre, allez, il y a 6, 7 ans, j'étais, moi, avec mes dreadlocks, bah, j'ai des dreadlocks à la base, ma copine de l'époque, des dreadlocks aussi, et puis on était les deux à boire notre shaker de protéines de riz complet après l'entraînement, dégueulasse, hein, je vous déconseille de faire ça, mais voilà, on était à fond, et on allait acheter chez les petits producteurs et tout, lorsqu'on était, en l'occurrence, en Angleterre. Et ce qui me fait enfin arriver aux graines de chia. Et les graines de chia, ça faisait partie de ces aliments qui avaient certains micronutriments notamment, on peut parler des fameux oméga 3 végétaux, qui semblaient être intéressants sur le papier. Et puis, avant de trop me renseigner sur comment est-ce qu'on pouvait éventuellement retenir ces nutriments ou non, s'ils étaient intéressants ou non, j'ai remarqué quelque chose, je suis désolé parce que c'est l'heure du repas, mais que souvent ça ressortait à peu près tel quel. Et c'est un peu la première manière d'introduire le sujet, si je peux me permettre, avec beaucoup de classe, de faire ça comme ça. C'était que, en gros, c'était dans ce contexte-là, à la base, en étant végétalien, que moi j'ai été le plus séduit à l'époque par ceci. Et puis maintenant, sans trop spoiler la suite, j'ai assez fortement changé d'avis de ce côté-là, notamment du côté des graines en général, en dehors peut-être de certaines exceptions. Et puis, si ça te va, je te laisse prendre la relève sur ce que tu en penses ou le contexte ou ce que tu as fait peut-être avec ces graines jusque-là. Alors, moi, les graines de chia, je me suis jamais vraiment penché sur la question. Je sais juste et en fait, oui, effectivement, il y a des oméga 3, mais qui sont pas forcément très biodisponibles pour le corps humain. Après, on peut parler des oméga 3. Donc, les oméga 3, on rappelle que c'est des acides gras qui sont essentiels, que le corps ne synthétise pas. On peut avoir des positions qui sont assez divergentes concernant les oméga 3. C'est bon, c'est pas bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr sur les graines de chia, et tu l'as très bien dit, c'est qu'effectivement, ça peut ressortir tel quel. C'est un petit peu la même chose avec les graines de lin. Avec le chanvre, bon, quoique le chanvre, ça ressort pas forcément tel quel, mais voilà, ça va être en fait des oméga 3 de source végétale. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Pas grand-chose, si ce n'est que ce sont des bons laxatifs. Voilà. J'attendais la chute, je savais pas quand t'allais la placer. J'adore, Non, ok. mais c'est vrai, mais voilà, le lin avec qu'on va faire gonfler, ou alors les graines de chia qu'on va faire gonfler, ça va permettre d'augmenter le volume du bol alimentaire et ça peut permettre d'être un laxatif assez doux et pas trop irritant pour les intestins. Voilà, si on digère, enfin si ça ressort tel quel, ça veut dire qu'on les digère pas et de cette manière, ça veut dire que ça sert à rien. Après, si on commence à les tremper, effectivement, que ça gonfle, Hmm. là, ça ressortira pas forcément tel quel. Et puis, on peut aussi les mixer. Mais comme je viens de le dire, je trouve que les oméga 3 euh, végétales, enfin, oui, les oméga 3 enfin, qu'on retrouve donc dans ces graines, sont pas forcément biodisponibles. Je crois qu'on en synthétise que peut-être 2%, ou c'est entre 2 et 5%, quelque chose comme ça. C'est Non, c'est pas fou, effectivement, vaudrait mieux chercher directement. Après, il y a encore le débat, est-ce que c'est le DHA ou le EPA qui est plus intéressant? Et du côté des mammifères, apparemment, celui qui est le plus considéré avant de rentrer dans la controverse, s'il s'avère qu'on le fait à un moment, c'est surtout le DHA qui est intéressant. Et pour arriver à ceci, ça dépend aussi des fameux oméga 6 avec cette compétition qu'on a de ce côté-là. Oui, Donc, bien sûr, bien sûr, c'est, ouais, bon, c'était un petit résumé de ce côté, sans bien sûr. forcément aller vers la suite. Et en plus, ça contient des oméga 6, si je ne me trompe pas, toutes ces graines. Alors peut-être moins les graines de chia, mais voilà, tout ce qui va être oléagineux, ça contient des oméga 6. Généralement, on les prend en mix. Donc s'il y a une compétition entre oméga 6 et oméga 3, bon bah en définitive, on sait même pas enfin on sait ce qu'on ingère, mais on ne sait pas ce qu'on y gagne, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va assimiler. Donc voilà, pour moi, graines de chia, graines de lin, ce n'est pas des super aliments, c'est des super laxatifs doux. Voilà. Et si les gens aiment bien, non mais c'est vrai, si les Oh, gens mais aiment c'est bien en parfait, mettre, j'aime bien. si les gens aiment bien en mettre dans leur porridge, ça va pas les tuer, quoi, hein. Faut pas non plus. Mais voilà, aucun intérêt particulier, contrairement à d'autres oléagineux. Ok, bah, est-ce que tu veux rebondir sur un type d'oléagineux que tu as en tête, que tu trouverais intéressant? J'en ai en tout cas un ou deux en tête.
Moi, Peut-être ce j'en sera ai, les mêmes. je vais dire trois. Ok. Il peut y avoir les noix de cajou qui peuvent être intéressantes au niveau du zinc, si on les Oh, trempe bien. ok. Voilà. Il peut y avoir, bon, ça, je pense que tu vas être d'accord, les noix du Brésil pour le sélénium, donc notamment pour les véganes qui pourraient pas manger de poisson, de choses comme ça, ou alors qui pourraient ou qui aimeraient pas tout ce qui est plasma marin, enfin, ou qui n'auraient pas le budget d'aller chercher dans le plasma marin. Euh, voilà, ça peut être intéressant. Après, je sais aussi, enfin ça c'est ce que j'ai vu, je sais pas si c'est vrai, tu peux m'arrêter si tu en sais plus que moi, c'est qu'au niveau du sélénium, en fait, les doses au niveau des noix du Brésil sont très, en fait, ça va être très hétérogène au niveau des apports en sélénium. Et donc, une noix peut parfois suffire à couvrir 300% des besoins journaliers, alors que parfois 10 noix, ça va peut-être suffire, ça va suffire à couvrir que 100%. Enfin, peut-être pas 10, mais 7 ou 8, on va dire. Donc, et l'excès de sélénium, on sait que ça peut être néfaste pour la santé. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est très, très intéressant de consommer des noix du Brésil? Oui, sans doute, mais vraiment dans des quantités qui sont raisonnables. Ok, alors super intéressant comme départ. Noix de cajou, je vais te donner un petit mot après. Noix du Brésil, sans grande surprise de ton côté, je suis du même avis. Je vais juste t'apporter encore un petit point. T'avais un troisième que t'avais en tête, juste avant que... Les pistaches pour les vitamines B, la B6 notamment. Voilà. Les pistaches, ok, c'est marrant. Qui c'est qui m'avait mentionné ça la dernière fois? Je sais pas si c'était Clément ou Eric Mallet, mais bon, voilà. Moi, biais de confirmation, j'adore les pistaches, mais c'est vrai que derrière, j'aurais regardé un petit peu plus le profil aussi. Tu sais s'il y a plus d'oméga 6 ou de monoinsaturés. Enfin, est-ce qu'il y a plus de polyinsaturés ou de monoinsaturés pour rester très large dans la démarche et des pistaches? Dans le profil lipidique de la pistache, je suis pas certain. Enfin, je sais pas. Ok, pas de Je sais problème. pas, je C'était connais juste. pas. Mais non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. L'huile de pistache, après, c'est pas non plus. L'huile de pistache, on vante pas les mérites de l'huile de pistache pour les acides gras polyinsaturés. Donc, je pense qu'il y en a forcément, mais qu'il n'y a pas une quantité qui doit être énorme, quoi. C'est pas de l'huile de noix. Ok, ok. Bah, ce que j'avais en tête, par exemple, c'était que du côté du profil des oléagineux en général, les noisettes avaient par rapport à d'autres plus de monoinsaturés, par exemple, un Les peu comme l'huile noisettes, ouais. d'olive, que les macadamia et brésil avaient essentiellement des monoinsaturés d'ailleurs, Et un et peu de saturé aussi. oui, un peu de saturé, exact, ouais. Mm. Pas bon, voilà, pas Ouais, énormément, ouais, mais quand ouais, même en proportion, c'est vrai que c'est plus impressionnant que les autres. Et du coup, c'est dû assurément au climat plus chaud. Et pour le sélénium, là, je pense à, je crois que c'est Chris Masterjohn qui avait fait tout un article là-dessus qui montrait qu'en fait, ça accumulait en fonction des sols. Bon, bah, c'est pas surprenant, hein, ça dépend de la qualité des sols pour les minéraux qu'on va tirer de là. Et du coup, certaines régions vont permettre, comme tu le disais, d'avoir avec peut-être juste 2 noix du Brésil tout ce qu'il faut alors que bah, des fois il en faudra beaucoup plus. Et si jamais il en faut beaucoup plus, je pense que c'est un type d'oléagineux qui est au pire, j'ai envie de dire, neutre à cause de la, enfin grâce, j'ai envie de dire plutôt à la composition des acides gras, avant même qu'on rentre dans une éventuelle controverse du côté des polyinsaturés ou autres, monoinsaturés et puis bon, un petit peu de saturé et globalement noix du Brésil, en tout cas, le côté sélénium en plus, ça me semble carrément intéressant. Moi, j'ai carrément mon petit pot de noix du Brésil. Évidemment, c'est pas local de Suisse, hein, faut pas déconner. Non, ce Mais serait du de... coup, T'as je, les noix de Grenoble, toi, pas très loin. j'aurais pu, Par ouais, contre, effectivement. Mais alors là, pour l'exemple, je trouverais ça moins intéressant parce que voilà, tu connais un peu mon avis sur les acides gras et puis le côté instabilité et puis peut-être ce que ça peut avoir au final comme action sur le corps. Et du coup, je suis moins fan, en tout cas en grande quantité. Mais cool, comme départ, ça me va. oui, bon, Euh, bah après, honnêtement, si on n'est pas vegan, on peut s'en passer et trouver les nutriments ailleurs, hein. C'est un bon point pour le poisson qui a certainement tellement de bonnes choses qu'au final, c'est un petit peu difficile de dire. On sait que c'est uniquement ça qui est bon. Peut-être le côté taurine, sélénium, le profil complet d'acides aminés, encore Mm. selon ce qu'on mange dans le poisson. Si on le prend encore sous forme de soupe après, avec même les arêtes pour les poissons pour Ouais, lesquels bien on peut sûr. manger les arêtes, il y a plein de choses intéressantes à considérer. Donc je pense que ouais, ça s'arrête de loin pas au profil de graisse, ça c'est certain. Ouais. Mais c'est Cool. vrai que le poisson, on n'en parle pas beaucoup. Alors évidemment, il y a plein de types de poissons, mais le poisson est un super aliment. Au même titre, alors pas forcément au même titre que les crustacés, on le verra après, je pense, avec les huîtres, Cool. qui sont sur le toit du monde, limite. Mais les poissons, euh, gras ou moins gras, peuvent être hyper intéressants avec
tous les nutriments, notamment essentiels à la thyroïde. Euh, voilà. Mais bon, après, je ne sais pas si on va parler des poissons, mais en tout cas, ça peut être un moyen de rebondir sur l'huître, sur les crustacés. Yes, Ça te excellent. va? Ouais, ouais, avec plaisir. Alors, vas-y, je te laisse. Alors les huîtres, pourquoi c'est très important? Alors le truc que vous devez savoir sur les huîtres, c'est que si vous êtes célibataire, c'est pas le moment d'en manger beaucoup. Donc concrètement, ayez votre partenaire, partenaireux à côté. Si jamais après ça, ça peut avoir des vertus aphrodisiaques. Mais bien sûr, ça dépend aussi de votre statut actuel en différents minéraux, notamment voilà zinc, cuivre, etc. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que c'est assez difficile d'avoir cette qualité d'assimilation possible au niveau de ces minéraux, tout en ayant finalement un équilibre intéressant par rapport à ce qu'on doit avoir. Donc, c'est difficile d'avoir un équilibre entre le zinc, le cuivre et le fer. Et Ah, puis, globalement, t'inquiète, et globalement, avoir des huîtres assez régulièrement. Si vous rajoutez ça sur chronomètre, si vous n'êtes pas anglophone, bah, traduisez peut-être une fois. Google Translate, vous notez tout ce que vous avez mangé, puis vous le notez juste une fois sur chronomètre. Vous verrez que c'est très difficile de battre les huîtres pour ce type de minéraux. Ça me ferait penser ensuite à d'autres aliments, mais on y reviendra peut-être après. Je pense que spécialement pour le côté minéral, j'ai envie de dire, c'est une pépite qui est très difficile à remplacer. Voilà pour le petit résumé. c'est vrai, après, il faut pouvoir apprécier le goût. Oui, C'est pas forcément évident, mais c'est vrai qu'au niveau des minéraux, les huîtres, c'est imbattable. Enfin, ouais, c'est imbattable. ouais, non, en fait, je vois pas d'équivalent. Ça veut pas dire que peut-être il en existe quelque part dans des contrées sombres de la planète qui ferait un nouveau business plan pour des nouveaux aliments. Mais non, j'ai pas d'équivalent de ce côté-là. Après, on peut toujours se dire, finalement, le concept d'aliment de bonne qualité, il peut toujours être équilibré. On n'a jamais besoin d'avoir un bon aliment dans notre diète. C'est finalement ce qu'on arrive à cumuler sur la journée. Et donc, on pourrait peut-être aussi brièvement, si ça ne te dérange pas, parler de ça, c'est que globalement, les combinaisons de plusieurs aliments qui en soi sont pas suffisants pour voilà une diète équilibrée, mais le but c'est jamais de manger deux aliments et de se tenir à ça. Enfin, on pourrait dans des conditions de restriction ou autre, mais là l'idée c'est plutôt de regarder ce qui peut apporter un gros plus, clairement non négligeable et sans pour autant que ce soit concrètement juste du marketing quoi. Donc je pense que c'est venu en commentaire d'ailleurs, c'est celui que j'avais pour la suite, mais tu me passes à autre chose si tu veux. Je pensais au foie de ruminant probablement plutôt que le foie de volaille. Et en termes de micronutrition, ça fait partie des imbattables aussi lorsqu'on les met sur les moteurs de recherche pour les micronutriments, notamment pour le rétinol qui est pas forcément évident à avoir. Donc vitamine A, mais pas la provitamine A, mais la vitamine A. Là, on arrive sur des choses qui sont difficiles à remplacer, et puis on n'est pas encore dans peut-être le côté qu'on va aborder après, qui est peut-être plus du côté végétal, vu qu'on parle voilà huîtres, et puis le foie, c'est de l'ordre animal. Ben, je pense que ça c'est extraordinaire, mais pas à consommer en trop grande quantité. On parle d'une vingtaine de grammes par jour en équivalent, ça veut dire de l'ordre de 50 à 150 grammes par semaine. Ça pourrait suffire pour couvrir des besoins extrêmement importants. Et puis ça dépendra aussi bien sûr de comment l'animal a été nourri, les conditions, ce genre de choses. Et c'est vrai que pour ceux qui veulent prendre le moins de risques parce qu'ils connaissent pas très bien le contexte de l'animal, le foie de veau, simplement par rapport à voilà ce qui a pu se passer jusque-là, eh ben, il a moins de chances d'avoir accumulé différents problèmes, on va dire ça comme ça, lorsqu'il est consommé à ce moment-là. Donc ça, c'est si je sors du contexte que j'arrive jamais vraiment à sortir complètement parce que je suis un bisounours qui vit avec ses poules en montagne, donc voilà, je vous la fais plus. Bah, effectivement, ceux qui se posent pas trop de questions se disent, ok, une pépite de micronutriments, même disponible probablement au centre-ville, etc. Vous arrivez à mettre la main sur du foie de ruminant de veau, probablement que c'est un truc pas mal du tout, assez difficile à remplacer. Oui, effectivement, au niveau de la vitamine A, tu en as parlé du rétinol, donc c'est-à-dire la vitamine A qui est directement biodisponible, qui n'a pas besoin d'être convertie, hein, c'est pas de la provitamine A d'origine végétale. Effectivement, c'est très intéressant. On va aussi avoir bah, beaucoup de fer. Après, c'est vrai que le fer, il y a rarement quand même, enfin, s'il peut y avoir des carences, mais c'est rarement lié à des apports, on va dire. C'est rarement lié aux apports, à moins d'être vegan, par exemple, depuis des années et des années. Parce que, bon, c'est vrai qu'on va me parler des lentilles après. On pourra peut-être revenir sur la notion, je pense, avec la spiruline de fer végétal, fer animal.
ça on y reviendra. Mais voilà, il y a énormément de choses au niveau du zinc aussi. Le zinc, il y a énormément de, comment dire, de carences en zinc dans la population. Donc c'est vrai que le foie, quand il est de bonne qualité, il est toujours dans le top 3 des vitamines A, des vitamines B, il me semble, il y a de la vitamine B un peu. Euh, tout Je ce vais qui est essayer de regarder discrètement en même temps. vas-y. Fer, zinc, il y a du sélénium un petit peu. Enfin bon, oui, il y a énormément de choses qui sont très bonnes. Et la vitamine A, le rétinol, biodisponible. Euh, voilà, juste, j'en profite. Il y a une question Vas-y. en même temps sur le foie. Si c'est mieux de manger de foie de veau 20 grammes par jour ou 150 grammes par semaine. Euh, c'est une excellente question. J'ai un peu de peine à. Alors, si c'est pour un exemple de une semaine, je vais prendre un exemple un peu plus bourrin, on va dire 300 grammes d'un coup toutes les 2 semaines ou 150 grammes déjà sur 2 semaines. Par rapport aux nutriments et la capacité de les stocker et donc de pouvoir les utiliser correctement simplement avant que vous arriviez à un stade où vous manquez de quelque chose, une semaine, ça semble déjà un très très bon compromis pour ainsi Oui, dire. voilà. Mm. Et je pense pas que ce soit nécessaire de se dire, OK, si j'ai pas mon quota de micronutriments à la fin du jour 1, je vais me retrouver forcément dans un état, parce que le corps fonctionne pas comme ça déjà de base, mais probablement que quelque chose entre euh, 1, 2, 3, jusqu'à peut-être 7 jours, dès le moment que vous avez ce quota au total, je pense que c'est quasiment pareil et que ensuite c'est plus une question de euh, c'est pas pratique de manger 20 grammes par jour. Le foie se conserve très très mal. C'est pas évident de faire vos petits Tupperware avec justement la préparation, tout ça. Si vous laissez le foie dehors, ne serait-ce qu'un petit peu trop longtemps, il est tellement riche en plein de choses qui vont intéresser les bactéries et tout ce que vous pouvez imaginer que ça va très très vite tourner. Donc c'est pas des trucs comme ça. C'est pas de la margarine. Hein. C'est un truc qui va être intéressant pour beaucoup de petites espèces. Donc forcément ça va pas tenir longtemps. Alors je dirais faites au plus pratique, mais clairement regardez ce que vous arrivez à tenir sur la durée. Ça c'est quasiment pareil, je pense. Ouais, je suis d'accord. 100 grammes par semaine, enfin 100, allez, 150 grammes. Parce que moi je dis 100 grammes parce que j'aime pas ça. Donc Mais, tu... donc j'essaie de concilier pour que les gens en mangent un peu. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, 150 grammes par semaine, c'est aussi intéressant que 20 grammes par jour, quoi. Enfin, D'ailleurs, après, que si on en mange une fois tous les 6 mois, là oui, là on va pas stocker les vitamines liposolubles, donc la vitamine A. Voilà, ça va pas être possible. Mais une fois par semaine, ça semble quand même une bonne stratégie. ouais, par exemple, pour la vitamine D peut se stocker et si vous êtes en bonne santé, notamment si vous avez certains cofacteurs comme le magnésium, qui est important pour le métabolisme de la vitamine D, vous pouvez très bien avoir ce qu'il faut même en hiver sans vous exposer et peut-être même sans supplémentation. Ça, c'est encore un très gros sujet, mais c'est pour dire que là, c'est possible de faire des réserves pendant une longue période. C'est prévu pour. On sait que en tant qu'espèce humaine, depuis le temps qu'on vit sur Terre, on n'a pas accès au soleil en hiver. Et puis par contre, c'est récent la supplémentation en vitamine D. Donc c'est pas depuis hier que tout à coup on est capable de survivre en hiver parce que l'industrie des suppléments nous a proposé ça en plus. Par contre, il y a beaucoup de choses qui suggèrent que ça peut être intéressant dans le cadre de, je dirais, 1000 à 4000, peut-être quelque chose comme ça, unités par jour, si il s'avère que c'est quelque chose qui est intéressant pour vous, dans votre cas, vu par un professionnel qui s'occupe de vous, bien sûr, passer à balancer. Un mauvais anglicisme, balanced, à équilibrer avec les autres vitamines liposolubles. Et c'était pour dire que j'avais le temps de regarder pour le foie, c'est pour ça que j'étais un peu distrait pendant un instant. Vitamine B2, tu as bien raison de ce côté-là. Il y a pas mal de B5 aussi. Il y a un petit peu moins de B6 et de B3, mais il y en a quand même. Et là où il y avait Ouais, aucun doute, et tu l'as dit, c'est la B12 et vitamine A. Ouais. ouais. Ok. B12, ça explose, ouais, carrément. Donc Ouais, 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 là, ouais. par contre, pour la B12, ça peut être intéressant si vous avez la peine d'avoir de la B12 ailleurs, d'avoir la B12 plus fréquemment, parce que ça, c'est quelque chose effectivement qui est plus sensible à la distribution pour la simulation. Donc une grosse dose de B12 ou la B12 répartie de manière un petit peu plus, euh, voilà, là je dirais, donc pour reprendre l'exemple, plutôt que de prendre une fois 100, 150 grammes, prendre 7 fois 20 grammes de fois, si c'est dans une optique d'optimisation de la B12, c'est pas complètement absurde. C'est un rationnel intéressant. Si c'est pour la vitamine Non, A, par exemple, ça va très bien une fois par semaine. ouais, c'est vrai, mais je pense que les gens qui mangent du foie, s'ils sont prêts à manger du foie, c'est qu'ils mangent aussi d'autres produits animaux et qu'au niveau de la B12, ça va plutôt, tu vois. Enfin,
Probablement, ouais. C'est Ouais. qu'ils mangent, ils mangent des œufs, ils mangent du muscle aussi, donc ça doit aller de ce côté-là. Peut-être qu'on peut changer un peu de perspective. Vas-y. Euh, je sais pas, avec un autre aliment, on peut parler un peu de spiruline peut-être. On avait parlé du fer, de la Allez, vas-y. spiruline. Vas-y, Ça y c'est est? une bonne manière d'enchaîner, carrément. Vas-y. Ouais, c'est une bonne manière, je sais pas, mais en tout cas, bon alors, la spiruline, faut savoir pourquoi on dit que c'est aliment. Alors, déjà, il y a le côté apport nutritionnel. Il y a le côté apport nutritionnel où on dit c'est plein de fer, c'est plein de vitamine B12, c'est plein d'acides aminés, de protéines, voilà. Donc ça c'est le premier point. Et après, le deuxième point, c'est que alors là, on n'est plus vraiment dans le super aliment, on est plus dans la thérapeutique. Ça va être que la spiruline est un excellent chélateur, notamment chélateur de métaux lourds éventuellement. Voilà. Donc chélateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va emprisonner en gros les pathogènes ou alors les métaux lourds et que ça va permettre en fait de les éliminer ensuite. Je pense que on peut d'ores et déjà un peu exclure le côté chélateur parce que déjà c'est pas vraiment pour ça qu'on dit que c'est un super aliment, mais en plus on peut l'exclure parce que même si c'est vrai que la spiruline peut être chélateur, les milieux de production dans lesquels la spiruline est produite sont eux-mêmes pleins de métaux lourds pour 95% des endroits. Et donc à partir de là, s'il y a plein de métaux lourds dans la spiruline, enfin dans les milieux de production de la spiruline, et elle va les attirer ces métaux lourds. Et donc à la fin, même s'il y a marqué spiruline bio et qu'on vous vend quelque chose de vert, et ça peut aussi être un produit qui contient des métaux lourds eux-mêmes. Donc de ce côté-là, c'est peut-être un peu dangereux. On peut éventuellement penser à d'autres chélateurs qui vont être plus intéressants. Qu'est-ce Ok. que Bah écoute, ça me va très bien comme présentation. En général, c'est ça qu'on entend le plus. Pour le côté peut-être qui me concerne le plus, vu que en général j'écris un petit peu plus dans le monde du fitness, du bodybuilding, de la composition corporelle, prendre du muscle, etc. Prendre du muscle avec un quota de protéines de spiruline, c'est compliqué. Donc là, je provoque un petit peu, mais c'est juste pour dire, voilà, c'est pas la spiruline qui va représenter un gros pool d'acides aminés ou non, alors faut y aller. Bon, ça me semble très très difficilement concevable. En tout cas, j'ai déjà pris quelques grammes perso pour tester, hein, mais pas 50 grammes par exemple, et puis me dire ok du coup c'est à peu près 50% de protéines. Si je dis pas de bêtises, ça fera environ 25 grammes de protéines. Qu'est-ce que ça apporterait en plus? Ben quand même d'oméga 6 hein, pour des doses aussi importantes. Pour des plus petites doses, on parle de choses modestes, mais et du coup par rapport au fer, ouais, j'ai trouvé que tu as fait une bonne transition aussi par rapport à cette distinction entre un fer qui peut éventuellement être intéressant dans la mesure où on peut en manquer, c'est aussi un autre débat, et probablement que c'est pas via la spiruline que c'est le plus intéressant d'en avoir. Et pour la B12, il y a une partie controversée là-dessus, mais je suis pas sûr parce que j'avais regardé justement sur différentes bases de données. Certaines disaient c'est possible d'en avoir, d'autres disaient quasiment impensable. D'autres disaient globalement ça dépend aussi de là où ça vient et de ce qu'il peut y avoir à côté. Et là actuellement, bah je sais pas en fait, je sais pas ce que toi tu as comme données sur la B12. Est-ce que tu sais s'il y en a alors forcément? sur la B12, c'est assez contradictoire concernant la spiruline. Je sais qu'il existe des sources végétales de B12 qui sont certaines. Ok, Il y a les champignons, notamment oui, les shiitakes. Simplement, les shiitakes, le problème qu'aujourd'hui, ils poussent, normalement, ils sont censés pousser sur des arbres. Et en fait, c'est grâce, enfin, c'est avec donc cette poussée sur les arbres et le lichen euh, qu'on va développer en fait une B12. Mais en fait, là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, 99,9% je pense des shiitake qui sont produits, ils vont être produits sur des sacs de riz en fait. Et donc, il ne va pas y d'accord. avoir de B12 disponible. Après, je sais qu'il va y avoir de la B12 disponible dans certaines algues. Je pense à l'algue nori, celle en fait généralement qu'on va retrouver dans les sushis. C'est l'algue Ok, déshydratée qui est pas très bonne forcément, qui donne pas le. Mais bon, c'est intéressant au niveau nutritionnel. Et ensuite, je dirais qu'il y a peut-être la chlorella aussi, qui peut avoir de la B12 qui est biodisponible. En revanche, concernant la spiruline, moi j'ai vu essentiellement que, en fait, même si ça reste controversé, que c'était la B12 présente était en fait un analogue de la vraie B12 qui est biodisponible et que c'est pas, enfin, non seulement elle n'est pas disponible pour le corps, mais pire encore, c'est qu'elle va agir
comme antagoniste de la B12. Oh putain, ok. Mauvaise nouvelle en Donc, l'occurrence. par principe de précaution, j'irai vers une consommation limitée de spiruline parce que tu l'as dit que même si le spectre protéique est assez intéressant au niveau de l'aminogramme, au niveau des acides aminés, ça c'est vrai, on ne peut pas l'enlever. Euh, on va manger même 10 cachets par jour, ça va donner 4 grammes de protéines. Donc quand on sait que pour l'hypertrophie, il va falloir minimum 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, bah, soit vous utilisez tout votre salaire dans de la spiruline, soit il va falloir aller chercher d'autres alternatives, d'autres sources de protéines plutôt que la spiruline. Et puis le fer, bah, comme on l'a dit, hein, le fer végétal n'est pas ou très peu biodisponible. Je crois qu'il y a une utilisation de hauteur de 5 à 15% du fer consommé, ce qui est très peu au regard du fer animal. Donc, bah, la spiruline, pareil, c'est pas un super aliment dans le sens. Enfin, ça a des propriétés, ça c'est sûr, c'est indéniable. Ça a des propriétés, mais au regard du prix que ça coûte, c'est vraiment pas intéressant d'en acheter. Parce qu'on peut toujours trouver plus efficace et moins cher. Voilà, c'est mon avis. Je- Bon, pas de suspense, je te rejoins de ce côté-là, mais voilà, je suis content d'avoir aussi le reste de la perspective que j'ai moins de par simplement mon parcours. Donc, ouais, super cool d'avoir eu ta perspective là-dessus. Chouette. Euh, Comment est-ce qu'on enchaîne? Il y a plein de Ah questions. là, c'est dur. Il y a Là, des c'est gens qui dur. nous disent bonjour. Donc, salut à tout le monde. On est ravis de vous avoir ici. Ouais, salut, salut. On nous a. Je sais pas, il y a plein de trucs sur le maté, ça, moi, j'en pense rien du tout. Je connais pas, honnêtement, faut demander à Griezmann. Alors, je sais pas non plus pour le maté. Désolé. Double nom raté. Ouais, désolé, Pourtant, le bon, maté, voilà. je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait le lait au début. On peut en parler un peu du lait. Après, on pourra Cool. Vas-y. diverger vers plein d'autres trucs dont tu m'avais parlé, le gingembre, cannelle, curcuma, des choses comme ça, des Cool. épices. Ça marche. Ouais. Éventuellement. Et puis après, il y a d'autres choses. Après, j'ai pas un avis sur tout parce que je connais pas tout. Mais c'est heureusement d'ailleurs, sinon je me ferais chier. Mais, euh, mais voilà. Du coup, le lait. Oui. Vas-y. euh, alors ouais, donc ça rejoint le post que j'ai fait. Je vous invite d'ailleurs à aller le liker parce que. Enfin bon, bref, voilà. Mais le lait, bah, c'est une source très intéressante de calcium. Ça, c'est évident. Même s'il n'est pas forcément le plus biodisponible, oui, le calcium végétal c'est une des seules sources peut-être où un nutriment est plus biodisponible dans le règne végétal, c'est sur le calcium. Mais le problème, c'est que sur 100 grammes de brocoli, déjà, il faut se les taper. Et puis, il va y avoir, je ne sais pas combien de grammes de calcium, mais par rapport à un verre de lait, clairement, voilà, vaut mieux miser sur le lait comme source de calcium. Après, moi, ce que j'aime bien dans le lait, c'est plus sa composition bah, au niveau des probiotiques que ça peut contenir. Voilà, après, même si effectivement il y a des vitamines, il y a un peu de vitamine D, euh, c'est pas tellement au niveau des vitamines que je le conseillerais, c'est plus au niveau vraiment de l'aspect flore intestinale. Voilà, je pense au kéfir de lait, je pense Ok. au lait cru. Et ça peut poser problème pour certaines personnes. C'est pour ça que ça dépend vraiment beaucoup du contexte. Voilà, il y a des gens qui vont être allergiques, qui vont être intolérants, que ce soit à la caséine, à la bêta-lactoglobuline, donc à la whey en fait, hein, Mhm. et, et au lactose. Mais le problème vient peut-être de la sphère intestinale et pas nécessairement du lait. S'ils sont allergiques, c'est peut-être que déjà il y a un problème au niveau de leur sphère intestinale et peut-être qu'il bon, effectivement, il va falloir diminuer le lait dans un premier temps ou le restreindre, améliorer la sphère intestinale et ensuite réintroduire le lait parce que le lait, effectivement, c'est le marqueur, c'est le révélateur de ce problème intestinal, mais c'est peut-être pas le responsable ou l'unique responsable en tout cas. Super intéressant comme perspective aussi par rapport. Bah, tu fais bien de le mentionner hein, dès le début. Ça pourrait être surprenant parce qu'on se dit la plupart du temps, ok, par exemple le zinc, on va préférer l'avoir dans des sources animales
que par exemple dans des amandes qui ne sont même pas émondées et puis pas pré-trempées ou quoi que ce soit, parce que il y a ce phénomène d'antinutriments justement, l'acide phytique qui va empêcher cette assimilation et du coup on arrive à quelque chose qui en termes de bénéfice-risque n'a rien à voir vraiment. Puis là il peut y avoir des débats sur la préparation bien sûr, mais sur l'aliment brut tel quel, il n'y a pas vraiment de débat. On sait que c'est en faveur des aliments d'origine animale. Et puis là, il y a cette différence aussi qui est très intéressante et qui permet aussi de se rassurer par rapport au fait qu'il y a beaucoup de phosphore aussi dans pas mal de choses dans le règne animal et dans le règne végétal. Par exemple, si vous consommez beaucoup de céréales ou beaucoup de légumineuses ou beaucoup de viande musculaire, dans ces trois cas-là, il y a beaucoup de phosphore. Et puis le fameux ratio calcium-phosphore qui est important pour ne pas avoir d'activation trop importante de la parathormone ou l'hormone parathyroïdienne qui est à la base de la fameuse décalcification de nos dents et puis de nos os, et puis c'est tout sauf ce qu'on veut. Donc on va mettre le calcium là où on n'a pas envie qu'il soit concrètement. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment replacer le lait quelque part au centre du débat de la santé, mais aussi qui peut rappeler que du coup, il y a plein d'autres alternatives. Je pense que tu penses probablement comment est-ce qu'on dit en français? Le kale, c'est le chou frisé, c'est ça? Lorsqu'il est bien cuit, c'est Oui, oui, aussi oui, le chou kale, on dit kale. on dit chou kale aussi, d'accord, ok. Mm. Et puis les épinards évidemment, les deux idéalement cuits parce que vous êtes au courant du côté des oxalates. On en avait parlé d'ailleurs dans le dernier live. Ouais, Peut-être dans l'idéal pas prendre juste du Enfin, bon, en tout cas, c'était mon avis. Hein. Je veux pas sortir les mots de ta bouche. Tu le donnes après sans problème, mais je serais pas trop pour faire j'allais dire du jus d'oxalate. Bref, du jus d'épinard, parce que je pense que justement, ça peut être très intéressant parce que c'est un beau profil d'acide aminé. Hein, d'ailleurs, le calcium, nickel aussi. Et puis, ça peut aider justement à avoir ce ratio qui est un peu équilibré. Par contre, si vous avez des aliments constamment sur toute la journée qui apportent du phosphore sans calcium du tout, le message est le suivant, c'est que c'est impossible, si vous mangez proche du maintien calorique, de manquer de phosphore. Le phosphore est très important, c'est absolument certain, mais c'est impossible d'en manquer si vous mangez à satiété, c'est-à-dire à la fin de la journée avec une alimentation typique, à moins de faire exprès. Par exemple, vous dites, OK, tous les glucides, je les remplace par du sucre, sucre blanc raffiné, évidemment, il va manquer de certaines choses autour. Là, vous pouvez effectivement manquer de phosphore à la journée, mais enfin, je prends un exemple débile exprès, juste pour vous dire ça, quoi. Mais sinon, vous mangez des aliments variés. À la fin de la journée, vous avez assez de phosphore. Probablement trop par rapport au calcium qui est difficile à accumuler. Et donc, dès le moment qu'en tout cas vous considérez cette perspective de l'équilibre hormones thyroïdiennes, hormones parathyroïdiennes, calcium, phosphore, qui est aussi lié avec la vitamine D, la vitamine K, la production de CO2 et d'autres choses pour la densité minérale osseuse, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être mis dans des aliments super aliments entre guillemets de par la rareté de ce ratio favorable calcium par rapport au phosphore. Voilà, c'était mon petit speech. Désolé, je me suis un peu étalé. Ouais, il y a aussi quelque chose enfin, que tu as dit qui m'a fait penser à ça. Au niveau de l'ostéoporose, il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, mais alors dans les pays asiatiques, on mange pas de lait, voilà, on mange pas de fromage, et pourtant il y a moins d'ostéoporose que dans les pays développés. Alors ça, c'est, enfin, bon, au-delà je pense que c'est vraiment vrai. Enfin, c'est vraiment vrai. Enfin, c'est vrai en tout cas. Il y a vraiment moins d'ostéoporose dans les pays asiatiques, par exemple. Après, il n'y a pas en fait que les apports de calcium, d'une part au niveau du lait qui compte. C'est vrai que, comme tu l'as dit, avec le chou kale ou les épinards notamment, ou même d'autres sources végétales que les Asiatiques consomment, qui contiennent du calcium. Mais il y a aussi une question de vitamine D. Et eux ont du soleil toute l'année, nous pas forcément. Et on sait que la vitamine D, ça permet d'absorber mieux le calcium. Et donc en fait, s'ils ont un meilleur statut aussi au niveau vitaminique, au niveau de la vitamine D, ou d'autres minéraux qui vont permettre l'absorption ou justement empêcher l'assimilation du calcium, bah effectivement, en fait, ça va expliquer aussi les différences au niveau de l'ostéoporose. Euh, et puis, il y a une dernière chose, parce que j'ai vu une question passer sur vite fait comme ça dans la discussion, c'est que avec l'ostéoporose, il va aussi y avoir une question d'hormones. Je pense notamment aux œstrogènes. Et en fait, on nous a posé la question de savoir si dans le lait, il y avait des œstrogènes, si ça pouvait aussi, du coup, peut-être un peu déréguler la fonction hormonale, comme pourrait le faire le soja, les lentilles. Est-ce que tu as un avis sur la question ou pas, toi?
Oui, alors c'est quelque chose que Hugo, ouais, bref, du projet Résilience là, qui a mentionné. Il avait fait une petite, il y avait des questions-réponses et puis on lui a posé la question œstrogène, est-ce qu'il y en a effectivement ou non? Et puis il y en a, oui, mais probablement de la progestérone aussi. Après, ça dépend des conditions, ça dépend de ce que l'animal a mangé aussi, et puis dans les conditions dans lesquelles, bah voilà, toute la traite est faite. Donc c'est pour ça que je pense que le point le plus important, tu l'as résumé dans ton dernier post, c'est que il y a lait et puis lait. Mais on ne parle pas de la même chose. Et donc, du coup, tout l'environnement de ce côté-là, c'est pas juste, je pense, un discours bisounours. Là, je fais mon 2 secondes, je prends ma propre défense en disant que est-ce que c'est important de voir comment les choses sont faites ou non? Je pense que actuellement, dans notre système d'économie de marché, dans le cadre de l'industrie agroalimentaire, du côté de tous les produits animaliers, ben c'est important de une fois aller au bout de la démarche. Donc là, c'est pas juste un bisounours qui parle, c'est vraiment c'est pragmatique quoi. Comment ça se passe? Quelles sont les chances qu'on ait juste tout à coup quelqu'un qui décide pour le même prix de mettre un truc plus qualitatif, de favoriser le bien-être animal, d'avoir 3 fois les prix habituels au niveau du temps passé pour les animaux, etc. Comparé à c'est plus pratique, c'est moins cher, c'est pas forcément top pour les nutriments. Bon bah pognon quoi. À un moment et je leur en veux même pas dans le sens. Je pense que à leur place j'aurais fait le même choix mais dans le sens, je comprends dans leur situation, en mettant à la place d'un commercial hein, dans ce domaine, qu'ils fassent ce type de choix-là. Parce qu'à un moment, il faut soi-même se nourrir. Et puis notre métier, spécialement dans des moments comme maintenant, où voilà, pour certains, il y a même des métiers qui tombent, pour plein de trucs, on laisse cette situation de côté. Mais c'est juste pour dire, je comprends. Mais c'est parce que je comprends tout ça aussi que j'arrive pas à dire aux personnes, allez juste boire du lait. Allez juste manger du blanc de poulet, allez juste manger du poisson blanc, allez juste prendre les crevettes premier prix, parce que ce qui se passe, purée, dans l'industrie, là c'est une petite parenthèse en dehors un peu des super aliments, mais on peut faire l'inverse, on pourrait faire une catégorie de sous-aliments ou quelque chose de carrément nocif Ah, mais là, il y aliments, en je aurait sais pas. beaucoup, hein. Ah ouais, purée, on en a pour 5 lives à la suite et puis il faut qu'on se structure un petit peu là. Mais Et puis, c'est chaud, ouais. et puis c'est sûr que ce que tu dis, c'est très important. En fait, il y a des super aliments seulement s'ils sont de qualité. Voilà, consommer des œufs si c'est des œufs élevés en batterie, ce sera pas la même chose que de consommer des œufs de poule élevés en plein air qui sont nourris physiologiquement. Donc, parce que c'est des granivores, donc ils sont nourris avec des graines. Pour elles, ça peut être bon. Voilà, c'est clair que vraiment au niveau du statut nutritionnel, euh, on dit souvent on est ce que l'on mange, mais encore faut-il que ce que l'on mange ait lui-même mangé des choses bah, qui soient adaptées à sa physiologie et de qualité. Et bon, c'est une parenthèse, on est ce que l'on mange, mais on est aussi ce que l'on digère. Et donc c'est pour ça que les super aliments, ils doivent être regardés, et le lait notamment, au regard de ses capacités digestives. Voilà, je pense bah, au lactose forcément. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de lactase. Ils peuvent, ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de ne pas consommer de produits laitiers, parce qu'il y a des produits laitiers qui sont exempts de lactose. Et puis ils peuvent toujours essayer d'augmenter un peu leur capacité à digérer, à mieux digérer le lactose avec des stratégies où ils augmentent petit à petit et où ils favorisent des produits de qualité, effectivement. Mais voilà, le lait, en fait, tout est une question de contexte et de qualité. Ça, c'est indéniable. Et, euh, et c'est vrai que bah, des produits laitiers, pour certaines personnes, ça peut être à éviter pendant un certain temps, mais il faut pas forcément en faire un responsable. C'est plus, je trouve, le révélateur de quelque chose qui ne va pas qu'un responsable en permanence, en fait. Les produits laitiers, on n'est pas des veaux, on n'est pas des veaux. Moi, là, je viens de faire mon post, j'ai déjà reçu 10 commentaires où les gens disent on n'est pas des veaux. D'accord, ok, on n'est pas des veaux. Ouais, 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 on n'est pas des veaux. Enfin, les gorilles, ils mangent des fruits à longueur de journée. Enfin, quand on mange un fruit, on se fait pas accuser d'être un gorille, voilà. Donc, au bout d'un moment, enfin, bon, voilà. Non, non, nickel. Et puis, j'aime beaucoup ta mise en perspective où justement on peut se dire un produit, même de qualité, ça dépend encore du contexte de la capacité de la personne à le digérer à ce Ouais, moment-là, parce que cette même personne peut mieux le digérer plus tard, comme tu l'as aussi bien dit, quoi. c'est ça, Donc, oui. ouais, c'est cool. Parfois, un super aliment, parfois un super aliment ne sera pas un super aliment pour une personne euh, enfin, à un moment T,
Et puis à un moment T plus un an, 2 ans plus tard, et ben, ce sera un super aliment parce qu'elle aura amélioré ses capacités digestives, qu'elle aura changé quelque chose qui lui permet ensuite de digérer bah, tout simplement cet aliment, quoi. Non, nickel. Puis ouais, le lien avec le lactose. Donc, ces fameuses, on peut parler de disaccharidases. Donc, il n'y a pas que pour le lactose, hein, bien sûr. Mhm. Mais dans la partie supérieure du tube digestif, si on rentre dans la partie intestin grêle et puis qu'on regarde comment est-ce que les nutriments sont assimilés à tel endroit, puis on se dit, là, par exemple, on a tout à coup 10 ou 100 fois plus de bactéries à cet endroit-là qu'on est censé avoir la plupart du temps. On peut se retrouver avec beaucoup moins de chances de pouvoir assimiler certaines choses que autrement on aurait bien digéré. Et peut-être que une semaine plus tard, on est moins stressé, globalement ça va un peu mieux, on arrive à garder notre partie supérieure du tube digestif un petit peu plus stérile qu'auparavant où on avait peut-être ponctuellement même seulement une petite prolifération à ce moment-là. Et une semaine plus tard, on n'est pas stressé, on est tranquille chez nous, le lait est de qualité et puis ça passe. Donc voilà, ça peut être fou aussi à quelle vitesse ça peut changer. Donc ça donne une perspective assez encourageante aussi. Pas juste se dire ah mince, j'ai pas pu tolérer ça à un moment, c'est foutu et c'est foutu pour tout le reste de la vie. Et c'est vrai que il y a encore une perspective assez délicate autour de la lactase, avec des populations qui améliorent sensiblement leur capacité à digérer du lait avec lactose, sans pour autant voire de modification au niveau de l'activité de cette enzyme, donc celle qui permet Oui. normalement de dégrader le lactose, justement. Donc ouais, c'est pas encore en tout cas un sujet pour lequel je suis sûr de vraiment comprendre tout ce qui se passe, mais je pense que les points que tu as mentionnés, c'est des axes de réflexion qui permettent de vraiment trouver des solutions. En tout cas, c'est le plus important. Ouais, bah, je crois qu'on a fait le tour sur le lait, en tout cas, Ouais, avec carrément. nos différents points de vue, nos différentes connaissances sur le sujet. Je propose que, sauf Vas-y. si, enfin, non mais si tu as des idées, je suis tout oui, sinon on laisse les gens, c'est comme tu veux. Alors non, super. Moi, il y avait juste un truc que je voulais Ouais, dire parce que c'était pas du règne animal cette fois-ci et c'est quelque chose qui m'avait surpris tellement c'était positif. C'était des choses comme les soupes d'ortie ou ce genre de choses. Et ça paraît con, mais c'est aussi une pépite en termes de micronutrition et probablement que ce qui fait que euh, voilà, les gens s'intéressent moins à ça, c'est juste qu'un jour ou l'autre, les gens sont tombés dans un champ d'ortie et se sont dit j'ai plus envie de toucher à cette saloperie et c'était réglé. Mais son antinutriment, si je puis me permettre, à l'ortie, c'est ça, c'est un peu sa défense. Genre, me mangez pas comme ça, tel quel, sans me préparer, parce que vous allez passer un sale moment. Mais c'est vraiment un petit bijou en termes de micronutrition et de différents minéraux que ça peut stocker. Et c'est même utilisé d'ailleurs aussi dans le domaine de l'agriculture. Prendre quelques orties que certains disent, bon voilà, c'est juste entre guillemets une mauvaise herbe, ça prend vite de la place, etc. Bah, vu que ça accumule beaucoup de minéraux, ça peut être utilisé justement au moment où on plante quelque chose pour justement alimenter un petit peu plus le sol. Donc bon, il y a plein de trucs intéressants autour de ça. Et je resterai bref sur l'exemple, mais pour dire que pour moi, je vais dire indirectement, mais tu vas comprendre tout de suite, les orties ont un effet beaucoup plus intéressant que les huîtres pour ce que les huîtres peuvent éventuellement faire. Ça a eu un gros effet de boost de... Voilà, j'étais content d'être accompagné, on va dire, à ce moment-là. Pour dire ça, ouais, ouais. Mais c'était alors impressionnant. là c'est pas la feuille, c'est la racine. Alors oui, oui, voilà, pardon. Ouais. Ouais, c'est la racine. Oui, oui, oui. Bah effectivement, ça a un fort pouvoir hormonal euh, en bloquant bah, certaines enzymes, notamment l'aromatase, et donc ça permet effectivement d'améliorer le profil au niveau de la testostérone et donc au niveau de la libido, si c'est à ça que tu faisais référence, je crois. Pas du tout. Mais ouais, c'est sûr que voilà, ça plus une association avec du sabal, du palmier nain, qui va bloquer Je connais pas. la SHBG. Tu connais Ok. pas? Non, je connais pas. C'est bon, Alors en fait, c'est une cool. plante, c'est du palmier nain ou saupalmetto ou palmier de scie, je crois. Enfin bon, Ah, ça me dit quelque chose, ça. Voilà. ça Ok. a plein de noms. Et en fait, tandis que la racine d'ortie va inhiber l'aromatase et donc va favoriser bah, la production de testostérone, on va dire. Et ben le palmier nain en action, enfin en synergie avec l'ortie, va inhiber la SHBG. La SHBG, c'est une protéine, sex hormone binding globulin, qui va se lier, euh, à la testostérone et qui va la rendre indisponible en fait pour être utilisée. Donc voilà, donc en bloquant la SHBG, le palmier nain, ça permet d'augmenter la testostérone disponible pour le corps humain, quoi. Donc Génial. ça peut être bien pour la libido, mais ça peut être aussi bien pour les gens qui ont des adénomes de la prostate. Ok.
d'accord. Voilà. Donc, s'il y a des hommes qui nous regardent et qui ont ce problème, En, en tout cas, des tisanes dans ce sens, ça peut être intéressant. En tout cas, Mais on a c'est sûr. plusieurs questions hein, pour l'ortie là. Juste, je te coupe pas, tu reprends, mais si jamais tu as des détails auxquels tu veux répondre, l'ortie là, on a plus de questions maintenant que les 50 dernières minutes, je crois. Ah, alors, j'ai pas regardé. Attends, ouais, c'est mieux comme ça. C'est vraiment mieux. Alors, bah, l'ortie, au niveau de l'ortie, oui, je vois quelle forme consommer l'ortie. Euh, Déjà, quelle partie? Il y a la feuille qui est très reminéralisante et, comme j'ai dit, la racine qui va être plus. Alors, ça peut être aussi pour les femmes, hein, c'est pas que pour les hommes. On peut avoir intérêt à bloquer l'aromatase, notamment quand on produit trop d'œstrogènes. Donc, donc c'est pas que pour les hommes, même si c'est vrai que là, tout de suite, comme ça, on voit une utilisation pour les hommes pour la testostérone. Mais il y a des femmes qui peuvent aussi manquer de testostérone et avoir trop d'œstrogène ou alors pas assez de progestérone. Et dans ce cas-là, ça peut essayer de rétablir ce genre de déséquilibre. Voilà au niveau de la racine. Et la feuille, c'est vrai que c'est très reminéralisant. Comment on la prend? Bah, moi, je sais que toi, tu la prends en soupe, c'est ça? Alors moi, pour les feuilles, c'était en soupe, et puis je me souviens plus de la préparation. C'était ma compagne. Je lui demanderai tout à l'heure. Je t'enverrai par message qu'il l'avait préparé. Bref, Ça marche. Mais elle est sinon, innocente. généralement, c'est infusion, décoction ou gélule, hein. Ok, d'accord. Et Mais voilà. Après, si vous avez accès à des orties proches de chez vous, bah faut raser, faut venir avec ça. râper l'ortie, Ouais, voilà. râper Faut venir les racines tout simplement. Ou Oui, t'aurais fait voilà, ça faut comment? venir avec Ok, ses ouais. ciseaux et puis après on les fait sécher, et voilà. Ou alors, ou même pas. Ça, je sais pas trop, parce que c'est vrai que je suis naturopathe on va dire dans la théorie, mais enfin, comme j'habite Paris, bah, j'ai pas énormément de champs d'ortie à ma disposition, on va dire. Même si je pourrais en trouver. Ouais, c'est dommage. Mais du coup, je sais pas bien comment préparer l'ortie fraîche Bah, euh, dans ce cas-là. j'essaierai, puis je te dirai, j'irai faire le druide dans les arbres, etc. Et puis je prendrai mes orties à côté. Non mais sans déconner, il y en a plein autour, donc je vais tester, puis je te dirai. Mais On voilà, va en tout trouver. cas, non, mais en tout cas, très intéressant l'ortie, mais de toute façon, il y a énormément de plantes qui sont intéressantes, euh, énormément de plantes qui sont intéressantes, et c'est pas des contes et légendes, hein. Au niveau des effets des plantes, c'est pas des contes et légendes. Voilà, donc ça, au niveau des super aliments, c'est pas un aliment. Enfin, ce sont pas des vrais aliments, c'est plus des plantes. Euh, mais les plantes, les épices, tout ça, ça peut être très intéressant. Voilà, on a le, comment dire, l'ortie, mais on a aussi tout ce qui va être le thym, l'origan, le romarin, euh, Tu penses à qui peuvent l'ail être aussi ou pas du tout? Qu'est-ce que tu l'ail, penses de? ouais, l'ail, bien Ok, sûr, l'ail notamment pour avec, alors je sais pas comment le dire, l'aïcine, l'alicine. je sais pas. Je vois pas de quoi je parle. Non, non, alors je t'avoue, je t'ai dit ça comme ça parce que j'avais entendu, mais plus parce que c'est des on-dit, j'ai pas creusé le sujet. Ok, alors au niveau de l'ail, donc ça contient un nutriment, enfin une substance, une molécule qui s'appelle l'alicine, ou alicine, et, et qui va être très intéressante dans le cadre de la destruction des champignons. Les champignons, donc quand on a une candidose, bon, au niveau digestif, hein, je parle, on peut s'avaler des gousses d'ail à la vapeur pour essayer de tuer euh, le candidat. Voilà, il y a pas que l'ail, hein, il y a aussi il y a plein de choses. Il va y avoir l'huile de coco avec l'acide caprylique. Il va y avoir l'extrait de pépins de pamplemousse. Ça, c'est un peu plus touchy parce qu'il faut savoir bah, faire gaffe avec les interactions médicamenteuses. Mais l'ail, voilà, l'ail, de toute façon, pour moi en tout cas, c'est un très bon condiment au regard de la lysine. Et puis voilà, à condition qu'on le digère encore une fois. Ok, alors ouais, c'est ce qui a l'air d'être dit aussi. Alicine, merci pour ceux qui ont mentionné ça. Il parle aussi d'acide salicylique, mais je sais pas s'il y a un lien quelque part de ce côté-là. J'ai pas l'impression, mais peut-être Non, il pour n'y a autre pas de chose que tu as mentionné. Je crois pas, hein. non, non, il n'y a pas de lien. L'écorce de saule blanc à la base, la salicyline qu'on trouve aussi en droguerie, c'est un médicament qui est bien plus vieux que qu'on va dire l'industrie pharmaceutique. C'est quelque chose qui est utilisé depuis des millénaires, l'acide salicylique, enfin la salicyline.
Enfin Hmm. bref, petite parenthèse. Ah oui, il y a juste deux trucs encore où je voulais Vas-y, parler. Là, je vas-y, te dis, vas-y. je veux, j'assume. C'est lorsqu'on a accès, encore une fois, à de la viande correcte, le bouillon, je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Le bouillon riche en gélatine. Bon, bah, la glycine, c'est l'acide aminé qui va notamment être amené en grande quantité ici. C'est à peu près un tiers du contenu en acide aminé de la partie gélatineuse, donc qui est riche en collagène. Et puis l'autre truc que j'avais ici, je l'ai noté juste là, oui, bah alors tellement évident que je le mentionne juste un instant, mais bon, on en a parlé en plus, mais les jaunes d'œufs, tout ce qu'il y a dans les jaunes d'œufs, si on regarde vraiment ce qui peut être intéressant de ce côté-là, le fait d'avoir 2 jaunes d'œufs par jour, probablement que du côté des lipides, ou même pour être un peu plus précis, on va dire 1 à 2 jaunes d'œufs par tranche de 1 000 calories, comme ça, si vous mangez plus de calories, par exemple 3 000, vous pouvez même vous dire, ok, bah pour moi qui mange autant de calories, même 3, 4, 5, 6 jaunes d'œufs, ça peut être intéressant, alors que quelqu'un qui en mange que 1 000 va peut-être se dire, ok, je vais peut-être me contenter de un ou deux. Et ça, c'est notamment par rapport à l'apport en graisses polyinsaturées. Et je voulais juste parler de ça et du bouillon ou des préparations riches en gélatine comme la queue de bœuf ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, Ok. c'était les deux trucs en Bah, plus. bah, je te propose qu'on parle de ça et après, on fait aller très vite. On va répondre, on répondra aux questions, genre en disant 3 mots sur chacun des. Enfin, si on sait, hein. Si on sait, mais voilà, pour que les gens Alors, aient un peu des réponses à leurs questions. alors, je les ai déjà détaillés, donc t'inquiète, on passe aux questions, puis c'était juste pour les Ok. mentionner en fait, sauf si tu Non, non, veux non. Ah bah non, compléter. bah quand même, il y a des choses à dire. C'est vrai que sur l'œuf, il y a des choses à dire. Je trouve, bon, on en a déjà parlé avec la vitamine A, voilà, pour les gens qui détestent le foie, enfin le rétinol. Il va y avoir aussi du sélénium, un peu d'iode, voilà, des choses comme ça. Mais il y a un nutriment qu'il y a dans l'œuf qu'on n'a pas, dont on n'a pas encore parlé, c'est la choline. Voilà, c'est la choline. Ça va être hyper important pour, notamment pour le cycle des folates, de la vitamine B9, pour la méthylation. Et donc tout ça, c'est hyper important pour la santé. Euh, voilà, donc les œufs, ouais, les jaunes d'œufs, c'est fondamental. Après, pour les gens qui ne peuvent pas manger de jaune d'œufs, ce qui peut être très intéressant aussi pour eux parce qu'ils sont véganes, parce que bon voilà, les véganes, on va pas les exclure parce que voilà, enfin, faut pas les exclure quoi. C'est tout à fait honorable d'avoir des convictions animales et on peut retrouver de la choline au niveau du germe de blé. Ok, Mais il faut, et ça c'est grâce à Clément que je le sais, donc si jamais il nous regarde, ça marche. mais le seul truc c'est que faut y aller quoi. Faut, faut, faut ruminer hein, parce que le Ah, germe de blé c'est pas forcément très bon. Et puis il faut prendre des germes de blé qui vont être, parce qu'il y a des vitamines B aussi, donc tant qu'à oui, faire, autant qu'elle soit pas chauffée, le germe de blé, genre gerblé, il va être chauffé, donc je pense qu'il n'y a plus grand chose dedans. Donc voilà, prendre du germe de blé, peut-être bio et non traité en fait, non chauffé, rien. ça fait Euh, quand même plusieurs Ça se conditions trouve. délicates. Ouais, Ouais, non, mais ça se trouve quand même, ça se ouais, trouve. ok. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que de ce point de vue, c'est très intéressant le germe de blé, la levure de bière aussi pour les vitamines B, Oh, ouais, à condition de ne pas avoir de candidose, parce que sinon c'est vrai que ça peut empirer le truc. Enfin bon, les levures, ultra-levures, pas bien terrible. sûr. Et pour, mais encore une fois, ouais, tout est une question de contexte, hein. De toute façon, je sais que tu aimes bien cette phrase, donc je la sors à toutes les Facile. sauces, mais c'est vrai que c'est hyper important. Il y a que ça de vrai en fait. Il n'y a de super aliments bah, que ce que vous digérez bien déjà et que ce que vous, enfin, et que ce que vous, enfin voilà, bon, j'ai pas la fin de la phrase, mais Ce voilà. qui correspond aux besoins de la Voilà, personne ce à qui un correspond instant aux T. besoins de la personne. Il faut pas dire ah ouais, j'ai vu que c'était bien. Ça peut être Ouais. bien pour vous, mais ça peut ne pas être bien non plus. Voilà. Et après pour les bouillons d'eau, c'est effectivement pour tous les acides aminés enfin, qui nous manquent dans notre société actuelle. Donc tout ce qui va être lié au collagène, à la glycine. Et juste un petit conseil, en fait, il faut trouver un équilibre entre faire son bouillon soi-même, forcément. Enfin, je ne sais pas si on peut acheter directement des bouillons faits. Oui, alors là par contre pareil, il faut chercher, il faut pas acheter les premiers parce que là du coup c'est même plus du bouillon, Oui, c'est juste voilà. voilà, mais Mais si jamais vous faites votre bouillon, enfin, quand on fait son bouillon, il faut trouver quand même l'équilibre pour libérer suffisamment d'acides aminés dans le bouillon, mais en même temps, il ne faut pas trop chauffer, enfin, il ne faut pas trop le cuire parce que sinon, ça va libérer trop de métaux lourds. ouais, voilà. Donc, euh, faut
faut le faire cuire au moins 1 heure, 2 heures. Et peut-être que passer 2, 3 heures, ça va peut-être trop libérer de métaux lourds. Donc en fait, bon bah, encore une fois, c'est une question de dosage, quoi. Mhm. C'est 1 heure et demie, 2 heures, ça paraît être quand même bien. Mais après, plus, c'est peut-être dangereux, quoi. Enfin, je sais Les- pas. Non, non, c'est très juste ce que tu dis. Et les préparations de moins risquées, on va dire, c'est les préparations comme des parties très riches en gélatine sans forcément avoir la partie osseuse. Et par Ouais. exemple, là, du coup, ce qui est bord des pâtes, queue ou ce genre de choses, et puis encore, Mm. ça dépend, voilà. Bah, ça peut être peut-être la manière la plus simple. Puis ensuite, il y a les achats de collagène, mais ça, c'est encore autre chose. Il faut trouver de la qualité aussi. Enfin, voilà, Ouais, ça mais c'est. c'est clair que c'est très intéressant. Et comme on avait dit aussi, les arêtes de poisson, Oui, ouais, ouais, les carrément. arêtes de poisson qui se mangent, voilà. Ouais. Mais c'est sûr que ça peut être hyper intéressant. Voilà. Écoute, on remonte pour les questions. On Après, il y essaie. a T'as plein de encore choses un dont peu on de n'a temps. pas parlé, hein. Il y a Ah, ça c'est curcuma, sûr. origan, thym, Ah merde. en fait, il y en a plein. Ouais, Bête ok. goji, machin. Bon, bête goji, Ok, sans curcuma trop en prendre. grande quantité, je spoil, je suis pas tout à fait sûr que ce soit une bonne idée en grande quantité. Je sais pas si tu es d'accord ou non, mais je te le dis, j'ai trouvé un truc ça en concentré comparé au fait d'en avoir en condiment. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Je crois que c'est quelque chose qui va favoriser une grande quantité de production d'oxyde nitrique. Et D'accord, ok. Ça, donc j'ai pas d'avis là-dessus. Je sais juste que ça va améliorer la perméabilité intestinale. oui, Euh, notamment pour ah non, avec- il faut que ce soit consommé par exemple avec du poivre en fait justement parce que ça alors, pipe. en fait, je pensais que c'était vrai, avec, oui, avec des sources de gras et du poivre. Et aussi du piment éventuellement, je crois, mais je sais plus ça. Mais en tout cas, oui, du poivre, ça c'est sûr, et des sources de gras. Mais en fait, j'ai lu récemment une étude qui mentionnait que c'était, en fait, qu'il fallait pas le consommer seul. En fait, on a souvent vendu les effets de l'association curcumine-pipérine, donc curcuma-poivre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où c'est pas consommé seul, la curcumine, eh bien, ça va être assimilé de manière correcte. Ok, Par principe de précaution, de toute façon, avec du curcuma, c'est toujours bien de mettre du poivre. Et de toute façon, on ne mange pas du curcuma comme ça, on va toujours le mettre avec du lait de coco. Voilà, un peu de poivre. Et donc, voilà, ça se passe très bien comme ça, quoi. Mais c'est sûr que le consommer seul en gélule, en dehors des repas, c'est peut-être balancer son argent par les fenêtres. ok. Je sais que tu en as mentionné plein d'autres. On fait comme tu la sens. Je sais qu'on a trop de trucs à dire, donc on est obligé de se Ouais, ouais, brider un peu. ouais, Donc, ouais, mais ouais, clairement. mais il y a quand même pas mal de questions, donc je pense que ça peut être intéressant si tu as encore un peu de temps, qu'on prenne peut-être 5-10 minutes là-dessus. C'est Ouais, toi ouais, qui me dis. je suis bon. Je sais pas quelle heure il est, mais je suis bon, moi, Trop encore. cool. C'est 20h07. Moi, j'ai encore bien une dizaine de minutes. Et puis, Allez, on se dit voilà. 10 minutes. Après, ça va Super. être trop long, mais 10 minutes, allez. Alors, vas-y, en fonction de toi ou de moi, les questions qu'on trouve. Et puis, on va regarder où est-ce qu'on Ok. en est. Alors, donc, levure de bière, super aliment oublié. Ouais, ça, mentionné déjà. Ouais. Moi, j'ai les jus de légumes. On en avait déjà parlé pendant le live précédent. Les jus de légumes. Je t'en Enfin, prie, si tu veux faire un résumé. non, mais les jus de légumes, c'est trop large. En fait, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant lorsqu'il n'y a pas trop d'antinutriments dans les légumes concernés, lorsqu'on les digère bien, et ça peut être intéressant pour l'absence de fibres. On dit toujours les fibres, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah, pour l'absence de fibres, ça peut être pas mal qu'il n'y ait pas de. Enfin, les jus de légumes peuvent être intéressants quand les fibres, on sent que les fibres viennent trop agresser la muqueuse intestinale. Voilà. Euh, et puis, ça peut avoir des vertus un peu apéritives aussi. Donc, pour les gens qui ont du mal à manger, les jus de légumes, ça peut être intéressant. Voilà. Après, que des jus de légumes, c'est pas un régime qui va être viable sur le long terme ou même même sur des périodes qui vont être de 5 6 jours, 7 8 jours, voilà. Faire que du jus de légumes, des monodiètes de jus de légumes, c'est pas forcément optimal, quoique ça peut encore être adapté. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas tellement d'avis sur le jus de légumes. Encore, enfin, faut savoir quel jus de légumes c'est et si la personne a besoin de fibres ou non, quoi. Bien sûr, ouais, je pense que le type, peut-être un légume un peu plus digeste que d'autres ou un peu moins riche en antinutriments que tu auras en tête. Moi, je sais pas si je fais erreur, mais par exemple la courgette, peut-être. Je sais pas si c'est quelque chose qui, il me semble, a moins La courgette, d'antinutriments assez riches en potassium aussi. Mais,
Mais je sais pas si c'est bon, je l'ai Ouais. pas préparé moi-même, je te dis ça comme ça, hein. J'ai pas du tout de Bah, notion dans ce domaine. oui, oui. Bah, en fait, la courgette, ça a assez peu d'antinutriments, pardon, mais ça a aussi assez peu de nutriments, en fait, au regard d'autres C'est légumes. ce qui me semble aussi. Ok, ah, Ouais. d'accord. Ce qui peut être intéressant éventuellement, c'est bah, le jus de pomme de terre. Le jus de pomme de terre, Ah, bah on l'a oublié. Ouais. on l'a oublié. Voilà, ça peut être Alors, intéressant pour Helicobacter pylori notamment. Quand il y a la présence, voilà, pour les ulcères, les gastrites, ça peut agir comme pansement au niveau gastrique. Et puis, je pense que toi, tu vas me parler des protéines, le peut-être. profil d'acide aminé est extraordinaire. Ouais. Ouais. Il est quasiment équivalent aux œufs en fait. Donc c'est pour les végétaliens qui ont le temps de préparer quelque chose. Le jus de pomme de terre, c'est vraiment, je pense que c'est le truc le plus extraordinaire en termes de biodisponibilité de protéines dans le règne végétal. Ouais, c'est pas mal. En plus, il y a l'amidon enfin, il y a Ouais. l'amidon qui va descendre quand on fait un jus de pomme de terre. En fait, si vous avez un extracteur, vous pressez vos pommes de terre, vous attendez 5 minutes. Vous avez un petit dépôt blanc qui se forme et vous pouvez enlever l'amidon si jamais vous les digérez mal ou si tout simplement c'est pas le but parce que vous voulez consommer que les protéines. Effectivement, ça peut être un très très bon apport alimentaire euh, sur plein de choses en fait, au niveau thérapeutique et au niveau des apports nutritionnels. Et après, il y a aussi les cétoacides pour la diminution du fait de recycler justement dans tout le cycle de l'azote pour soutenir un petit peu les reins en fait dans leur travail. Il y a les cétoacides qui peuvent se reformer et là j'ai plus le terme exact. Puis il faudrait que je progresse encore un peu en biochimie, un de ces quatre. Mais globalement, on peut recycler certains acides aminés pour en refaire des acides aminés justement fonctionnels Ok. grâce aux cétoacides. Et ça, c'est une vieille étude, c'est pas quelque chose qui est mentionné souvent, donc ça à prendre avec toutes les pincettes qu'il faut. C'est des données suggérées par Ray Peach. Je m'étais renseigné, j'avais essayé de trouver des trucs sérieux, mais j'ai eu qu'un papier genre 1965 qui est sorti Ouais, sur ok. Moi, un truc de cétoacide qui n'était pas repris. Mais voilà, apparemment, il y a quand même quelque chose comme ça à ok. vérifier si ça vous intéresse. Ouais, ça peut être intéressant. Moi, je t'avoue que je suis pas trop au courant de cette étude, enfin de ça, mais ça peut être intéressant quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si tu en as une autre avant moi, tu te gênes pas, hein. Moi, je suis à la Ouais. recherche de questions là. Il y a la caroube, mais moi, je connais pas bien. Ah, je viens de voir la même, non, je connais pas non plus. Excuse-moi, Marion, aucune idée. Désolé. Infusion ortie. Le ZMA. ZMA, pourquoi ZMB? Alors, bah, le ZMA, si on veut faire très bref, même si, bon, je pense pas que j'aurai de soucis pour ça, mais globalement, la seule étude qui prouve que c'est intéressant est cofinancée par le directeur de la firme. Donc, en gros, vous avez un scientifique qui lance l'étude, le deuxième scientifique, c'est le gars qui a à la base le ZMA. Donc, c'est une histoire quand même assez folle de ce côté-là. Je pense qu'on peut faire mieux comme supplément. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher du tout, mais en tout cas par rapport aux vertus potentiellement anaboliques complètement extraordinaires qu'on avait dans les suggestions et les athlètes qui étaient sponsorisés par ça, je pense que voilà, il y a probablement plutôt d'autres choses à côté que le ZMA qui ont joué un rôle sur la croissance musculaire. C'est un Oui, au petit niveau, résumé. au niveau, je suis d'accord, au niveau anabolique, c'est pas intéressant. Ouais. Après, au niveau zinc, magnésium, vitamine B6, ça peut être intéressant. Ah oui, les Au trois, niveau oui, comme zinc, ça en sur fait, le pour les papier. Ouais. déplétions en zinc. Mm. Voilà, c'est tout. Mais c'est sûr qu'au niveau anabolique, alors ça, je pense que tu t'y connais peut-être plus que moi là-dedans, mais au niveau anabolique, je pense pas que ce soit très intéressant. Non. Ouais, a priori, y a rien, en tout cas d'un point de vue littérature, pour le peu que j'ai pu voir de ce Mm. côté-là. Il y a un truc qui disait aucun effet sur le plan strictement anabolique et un truc qui disait il y a beaucoup d'effets, puis c'était l'étude cofinancée par le gars qui a la boîte. Donc voilà quoi. D'accord, ok. On avait, on avait Qu'est-ce des questions alors, sur le soja. Bon, le soja, il y a pas 20 000 choses à dire, hein. Enfin, sauf si tu veux dire quelque chose sur le soja ou pas? Alors, vas-y seulement, moi j'ai un article en tête quand même assez poussé d'un site qui s'appelle Cows Eat Grass, mais je te laisse si tu veux bien Bah, commencer. pour aller très vite, le soja, c'est une légumineuse déjà. C'est une légumineuse qui va contenir quand même beaucoup d'antinutriments. Alors certes, il peut être fermenté, mais en gros, le soja, c'est un perturbateur endocrinien et c'est pas forcément top pour la thyroïde. Voilà. Après, c'est quand même une source de protéines qui peut être non négligeable pour beaucoup de végétaliens qui vont pas forcément boire que des jus de pommes de terre. Je pense que pour certaines personnes, ça peut être assez intéressant d'en mettre un peu quand ils sont véganes.
Mais de là à en manger tous les jours et régulièrement, 3, 4 fois par semaine, non. Voilà. En gros, c'est ça, mon avis. Bon, écoute, j'arrive à peu près aux mêmes conclusions que toi, donc je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. À part peut-être sur un détail, c'est que il y a des données. Alors, la plupart des gens vont dire ouais non, ça a pas d'impact sur la thyroïde, ça a pas d'impact sur ci, ça a pas d'impact sur ça. Et puis quand on regarde en fait l'effet que ça peut avoir, qui est significatif, c'est un effet d'augmentation de la TSH, sans dire que c'est le meilleur des marqueurs au niveau sanguin pour la thyroïde, parce que Mm. c'est un marqueur indirect. Ça peut indiquer en tout cas un effet potentiellement délétère sur la thyroïde. Et donc là, on a ça avec 20 grammes hein, de protéines de tofu par jour. 20 grammes, c'est rien du tout. Ouais. Donc, c'est pas des doses astronomiques. Et donc, je dirais principe de précaution de ce côté-là. Et j'arrive aux mêmes conclusions que toi, quoi. Mm. Alors, il y a peut-être un truc, là, je viens de voir une question. C'est, alors, c'est un aliment aussi, c'est un aliment quand même, mais je pense qu'on n'est pas forcément d'accord, c'est sur le café. Ok. Je sais pas, enfin, je connais pas ton avis sur le café, mais je serais curieux de l'entendre. Ok, alors écoute, si je commence en très bref, le café, sur certains aspects qu'il a sur le métabolisme, il va pas se comporter comme l'hormone thyroïdienne, mais il aura des effets similaires. C'est-à-dire que dès le moment qu'il y a assez d'énergie à disposition, c'est quelque chose qui peut favoriser le métabolisme oxydatif. Donc, que ce soit des glucides ou des lipides, c'est quelque chose qui va en tout cas favoriser le côté chaîne de transport des électrons, etc. Donc, la vitamine, non, je fais une erreur, mais le café, je dirais, il peut être intéressant dès le moment que on a la capacité à le digérer, à le métaboliser jusqu'au niveau du foie. Donc ça dépend aussi de notre santé, notre santé hépatique, et ça dépend de la disponibilité en énergie, je dirais, pour être un peu plus précis, notamment des réserves de glycogène hépatique. Donc s'il y a tout ça, et que ça ne nous empêche pas de dormir et que c'est bu au bon moment par rapport à notre degré de tolérance, je pense que globalement, ça a quelque chose qui est largement du côté positif. Et si par contre, ça induit une réaction de stress chez quelqu'un qui se trouve à un moment en faible disponibilité en énergie, ça peut être un coup d'accélérateur alors qu'il manque déjà de l'énergie dans le système, quoi. Ok. Non, bah c'est en fait c'est pas contradictoire avec mon avis. Je suis assez d'accord sur ça. C'est vrai que ça peut augmenter, on va dire globalement, ça peut augmenter le métabolisme à condition, comme tu l'as dit, d'avoir une bonne santé hépatique et aussi une bonne expression génétique des cytochromes qui sont censés dégrader la caféine. Voilà. Et quand on a une très bonne, en fait, quand on a une très bonne expression génétique de ce cytochrome qui s'appelle, en gros, c'est CYP1A2, je crois. Ok. Il me semble que c'est ça le nom du cytochrome, enfin l'abréviation en tout cas. Et en fait, quand on a une très bonne dégradation en fait de la caféine, eh ben, elle va être dégradée très vite et en définitive, on n'a pas énormément d'effets, on va dire adaptogènes. On n'a pas beaucoup d'effets qui vont nous permettre d'être boostés en fait avec la caféine. Voilà. Donc en fait, le café, ça va vraiment dépendre des gens à ce niveau-là. C'est pas parce qu'on dit que c'est un booster que forcément ça va vous booster. C'est comme la taurine. La taurine, ça prolonge les effets de la caféine, mais ça endort plus souvent que ça. Enfin, ça peut endormir les gens parce que ça s'affilie très bien au récepteur du GABA, qui est un neurotransmetteur de la détente. Donc, je vais tout le temps dans tous les. Enfin, je pars à chaque fois à droite, à gauche. Non, t'inquiète, c'est Je juste, ressens. je crois Ouais. que t'es un petit peu figé. Moi, je t'entends très bien, mais là, t'es bloqué au niveau de l'image de mon côté. Donc, je crois qu'il y a deux, trois personnes qui ont dit ça en commentaire aussi. Je sais pas s'il y a un endroit où t'es qui a une meilleure connexion pour les quelques. Bon, on t'entend très bien, Là, hein, donc. là, vous me voyez encore ou pas? Enfin, vous me. Alors, moi, je te vois toujours bloqué. T'es pas bloqué sur une pause dérangeante, donc ça va, mais disons que t'es quand même bloqué au niveau de l'image. Et ici, il n'y a pas de lumière chez moi. Bon, écoute, je Bon, t'entends très bien. On est un peu sur ok. les Bon, dernières minutes, écoutez, donc au pire, désolé, je bougerai plus. Je bougerai plus. Voilà, t'inquiète. simplement, voilà, au niveau du café, voilà, il faut pas trop chercher à se booster avec le café. Ça doit juste être un aliment plaisir. De là à essayer de se booster avec le café, moi, c'est pas quelque chose que j'adore parce que ça peut induire vraiment une hypercortisolémie qui est pas forcément bénéfique pour le corps, quoi. Donc là, l'hypercholestérolémie, tu dis en fonction de, Non, pas pardon. hypercortisolémie, pardon. Ok, excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Ouais, 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 alors ok, très bien, d'accord. Oui, oui, pas cholestérol, non. Le cholestérol, c'est autre chose. Mais voilà.
Super. Donc, Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Ils ont dit effectivement que bon, on te voit immobile, mais c'est pas grave, on t'entend très bien, donc on aura quand même fini le live. La plupart des gens écoutent surtout, hein, plutôt que de nous regarder. Il n'y a pas grand-chose qu'on fait d'incroyable au niveau visuel, hein, donc. non, non. Bah, là, je suis en train de danser, mais du coup, vous voyez pas. Ah putain. Puis en plus c'est un super bon danseur, c'est quand même dommage cette Ouais, ouais. précaution. Voilà. Non, bah sinon, je crois qu'on a à peu près tout dit. Super. Voilà, juste, il y a une dernière question sur le CBD. Je me suis pas encore penché sur la question. Euh, Ok. Moi, j'ai des non. petites données, mais c'est des données qui sont, ouais, bon, pas très cool pour le côté industrie derrière. C'est que il est, je dirais, l'ampleur des résultats qu'on est censé avoir par rapport au discours de l'industrie comparé à ce qu'on trouve dans la littérature est vraiment démesuré. Ça ne veut pas dire que c'est impensable qu'il y ait un moment potentiellement un effet, mais voilà, il y a un gros budget marketing, notamment dans le domaine des influenceurs, qui va financer plein de gros influenceurs au sens quantité Ouais, taille ouais. de l'audience, je veux dire. Et du coup, je pense que sur ce côté, il y a un gros biais qui m'agace un petit peu et je préfère prendre sans être vraiment super bien renseigné, le principe de précaution à la base et me dire, voilà, s'il y a un aussi gros budget de communication, c'est bien, mais en général, quelque chose qui fonctionne, bon, depuis un moment, on aurait pu le savoir si c'était des effets aussi extraordinaires que celui-là, et ça semble quand même essentiellement du marketing, quoi. Oui, ok, ok, bah très bien. Non, moi, juste au niveau du CBD, je vois pas trop l'intérêt de dissocier le CBD du reste de la plante. Ok. Donc quitte à avoir un peu de CBD, autant avoir un peu de Message détente reçu. avec, une fois Message de temps reçu. en temps. Non, voilà, non, non, je rigole, mais en vrai, j'ai pas tellement d'avis sur le CBD. Peut-être qu'au niveau de l'huile de CBD, peut-être que ça peut mieux cicatriser les plaies. Je crois que c'est possible, ça, mais voilà, je pense que c'est plus un effet lié à l'huile, au fait de nourrir la peau plus qu'autre chose. Enfin, je sais pas. Non, franchement, j'ai pas tellement d'avis sur la question. Ok, il y a Voilà. il y a un autre truc qui est sorti là, c'est le HMB, donc le bêta-hydroxyméthylbutyrate, très dur à prononcer la première fois, mais on s'y fait. C'est un métabolite de la leucine, probablement pas si intéressant que ça, éventuellement des propriétés anticataboliques protéiques musculaires, ça veut dire que ça pourrait aider un petit peu à ne pas perdre de muscle, mais ce serait pas anabolique pour autant. Et encore, ça Mm. dépendrait du reste, donc la disponibilité en énergie, le fait d'avoir... oula, il y a quelqu'un qui, je crois, doit être... je sais pas si on verra ses commentaires, mais je vais la virer. Tac, quelqu'un qui commence à balancer voilà, des mots racistes et tout, comme ça à la fin du live, tranquille. Cette personne n'apparaîtra plus, c'est pas grave. Moi, Bref. je pense pas Euh, qu'elle. non, mais c'est pas grave, c'est juste que voilà, Ouais. je laisse pas quelque chose comme ça Ouais, sur mon feed bien parce sûr, t'as que raison. T'as raison. je vois pas l'intérêt de faire quelque chose du style. J'ai rien contre la personne, peut-être qu'elle était énervée, qu'elle a passé un mauvais jour, ça me concerne pas, elle a pas à faire ça ici, donc voilà. Mais non, le HMB, rien de spécial. Il y a une étude qui était extrêmement controversée aussi qui montrait que l'HMB avec de l'ATP, hein, une manière d'avoir l'ATP avec, je sais plus si c'était lié avec du magnésium ou quelque chose comme ça, avait un effet similaire aux stéroïdes anabolisants. C'était totalement ridicule. C'était le laboratoire du docteur Wilson en l'occurrence, qui est devenu sacrément controversé depuis parce qu'on se dit si quelqu'un peut faire de la fraude au niveau des données scientifiques une fois, est-ce que ça peut se reproduire? Et moi j'ai beaucoup de peine avec ce genre de choses. Donc voilà. Ok, ok. Bah écoute, sur le HMB, enfin, j'avais pas de données là-dessus. Ouais, c'est Donc, typique de la je sais pas. musculation, hein, le Oui, oui, bêta. oui. Non, enfin, je connais de nom, hein. Ok, Mais ok. j'ai pas voilà, j'ai pas d'avis quoi. Enfin, j'ai juste lu du Delavier dessus, pas du Ok. Delavier, si Delavier, je crois De la sur, vieille Gundil peut-être. Ouais. ouais, sur les compléments alimentaires, Ouais. le noir et bleu. J'ai pas les couleurs en tête, je t'avoue, mais Ok, bon, en tout cas, ils en parlent. Ouais. ça Ouais. doit être ça. Mais voilà. Trop cool. Voilà. Et puis sinon, je vois pas d'autre chose. Enfin, si, il y a plein de choses, hein, mais on va pas rester 5 heures encore. Non, 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 c'est top. Puis c'est à peu près le temps que j'avais à disposition par rapport à la suite. J'ai encore, Ok, bah écoute. je bosse étonnamment plus tôt le soir, donc j'ai encore deux trois trucs de prévu et je pense qu'on a quand même fait un bon petit tour et
On a fait un live honorable pour ce sujet qui aurait pu durer bien plus de temps, donc je pense que c'est cool. Merci beaucoup pour vos commentaires d'ailleurs Ouais, et merci soutien pour beaucoup à le live, toi. c'est trop cool. C'est chouette d'avoir participé. Et puis même si t'as été figé peut-être 5 minutes, Là, je suis encore euh, figé là? t'es encore figé, je suis désolé. En tout cas de mon côté, je sais pas Oh. pourquoi. On verra peut-être en replay, l'IGTV, tu bougeras, mais en tout cas là, je te vois pas bouger. Ah bah là, bah, C'est pas bon, grave, on t'entend tant pis. vraiment nickel, hein. Donc voilà. Et puis bah dernier truc, je vois qu'il y a le son d'avoine ici. Je pense que le son d'avoine c'est pas plus utile que quelque chose comme le psyllium ou ce genre de choses. C'est en tout cas si c'est pour Hmm. faire avancer tout ça, pour ainsi dire. Peut-être que ce serait intéressant de regarder aussi pourquoi vous avez des problèmes de péristaltisme au niveau de votre système digestif et pas avoir juste le côté on rajoute des fibres pour faire avancer tout ça, mais tu l'avais déjà un peu mentionné aussi tout à l'heure. Mais il y a aussi le côté finalement concentré d'antinutriments avec le son de quelque chose, le son de riz, le son d'avoine. Et globalement, à part euh, la fameuse méthode du con, vous allez faire le parallèle assez vite, ben, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui propose ça en grande quantité. Donc c'est voilà, c'est un autre déchet de l'industrie recyclé et marketé pour un régime. Quoi. Donc c'est vraiment, a priori, pas grand-chose de bénéfique. Hmm. Je suis Enfin, d'accord. c'est mon avis, je voulais pas t'imposer quoi que ce soit, mais Non, non, je suis d'accord au niveau du. Je suis d'accord. C'est des fibres sèches. en gros, ouais. Ouais. Et il y avait aussi une question sur les flocons d'avoine. Ah, bah, je Voilà. t'en prie si tu as quelque chose, sinon j'ai un petit avis aussi. Bah, moi, non, j'ai pas énormément d'avis. Simplement, je trouve que les flocons d'avoine, on en a fait quelque chose de d'exceptionnel le matin, voilà. Moi, je trouve pas forcément que ça donne la pêche le matin. Déjà, c'est pas bon, ça a le goût de gravier. Et, euh, et alors, c'est vrai qu'au niveau du gluten, il peut être moins dérangeant que sur d'autres sources de gluten, parce que les protéines, je crois que les avénines ou les avédines, sont beaucoup moins, en gros, nocives, on va dire, que les gliadines du blé. Mais rien de spécial. Enfin, c'est pas mauvais, hein, clairement, c'est pas mauvais. De là à dire que c'est un super aliment, non, je crois qu'il y a un peu de zinc quand même. Et puis pour ceux qui sont sensibles au type de graisse, même s'il n'y a pas beaucoup de graisse, si vous consommez par exemple 1000 calories de flocons d'avoine, ce que j'ai fait pendant un temps parce que c'était ma source de glucides préférée, vous avez quand même pas mal de graisses polyinsaturées qui peuvent s'accumuler aussi. Donc c'est juste un truc à garder en tête si jamais. Voilà, donc c'est pas si exceptionnel que ça en définitive. Je pense pas. Moi, si je devais choisir un truc un peu proche de ça, je prendrais plutôt par exemple du riz. Alors là, je dis indépendamment du contexte et de là où ça vient, etc. Par Mhm. rapport à la composition, je préférais par exemple avoir du riz blanc que de l'avoine, dans l'absolu. Mais bon, voilà, c'est en Ouais. considérant qu'il y a tout le reste des apports en micronutriments, etc. Dans l'absolu, clairement, je Mhm. préférerais pommes de terre ou alors variété, par exemple, pas forcément orange de patates douces pour le côté voilà pour les aliments riches en amidon. Et puis sinon bah voilà, tu connais ma passion pour tout ce qui est jus de fruits et ce genre de choses. Mais du Ouais, coup ouais, non, ouais c'est euh, clair que moi aussi, ouais. jus de fruits, plus intéressant au niveau des glucides que les flocons d'avoine. Je trouve que les flocons d'avoine, enfin, je sais pas, mais il y a des difficultés à digérer. Ou alors, pas des difficultés, mais ça va pas si intéressant que ça au regard de la digestion ouais, des flocons d'avoine. Je trouve que c'est pas. C'est des pâtes, en fait, c'est des pâtes, mais c'est les pâtes du matin. C'est les pâtes du matin, C'est pas je mal. préfère le pain au levain, quoi. Oh ouais, aucun doute, carrément. Voilà. C'est meilleur de tout point de vue, je trouve. Super. Écoute, si ça te va, et j'insiste seulement si ça te va, on peut conclure sur cette magnifique fin avec le pain au levain. Je pense que c'est une très bonne manière de rajouter un exemple qu'on a tendance à oublier parce que voilà, on prend des pains industriels rapidement fabriqués qui forcément du coup ont moins eu le temps d'évoluer et sont moins digestes et puis sont probablement moins bons aussi tout court. Et puis même Ouais. si le pain blanc au levain, je pense pas qu'il peut être considéré comme un aliment de qualité supérieure, en tout cas comme une source plaisir, agréable, non nocive dès le moment qu'elle est digérée par la personne, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que c'est carrément un truc intéressant. Ça permettra Ouais, de ouais. finir en contexte. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, Effectivement, il va y avoir beaucoup moins de gluten que sur les pains
sur les pains traditionnels, on va dire industriels, ou les pains, même les baguettes blanches. Voilà. Et puis, il va y avoir aussi quand même une source micronutritionnelle qui va être un peu plus intéressante au niveau du zinc, encore une fois, euh, que sur les baguettes blanches. Et puis, voilà, généralement, on le digère mieux, donc on le digère mieux, et puis ça cause pas les problèmes que vont causer les pains complets, en fait, les pains complets. Donc, non, non, c'est une bonne source plaisir. C'est pas nécessairement le meilleur glucide ou le glucide le plus où il y a le plus de nutriments, mais en tout cas, c'est quand même en termes de plaisir, qualité, c'est très intéressant. Trop cool, trop cool. Voilà. Et voilà. Et juste dernière question, tu penses quoi du beurre? Bah, c'est très bien on peut tartiner avec du beurre cru ou du ghee. C'est parfait. Le pain au levain avec du beurre cru ou du ghee. Désolé, mon réveil a sonné justement pour me dire que je devais plus ou moins enchaîner pour la suite. Donc, c'était une manière un peu brutale, mais Ah, ah, j'arrive ok. gentiment voilà, au bout du temps à disposition. Après, j'ai un entretien, mais c'est pas grave. Je décalerai de quelques instants. Pour le beurre, c'est un gros sujet, donc je vais pas pouvoir répondre ici. Il y a récemment deux, trois doutes que j'ai du côté de la capacité à produire le cholestérol avec la quantité de palmitate qu'il y a dedans, qui est l'acide gras saturé à 16 carbone. Actuellement, je ne pense pas que ce soit un problème avec ma compréhension du domaine, mais par principe de précaution, je dirais que si vous rajoutez du beurre et que en plus de ça, vous n'avez pas de problème de cholestérol, c'est quasiment sûr que ça pose pas de souci. S'il devait y avoir un souci quelque part, je m'avancerai pas là tout de suite dans une fin de live pour éviter de ne pas donner suffisamment de contexte, mais je préférais quelque chose comme le ghee ou le ghee, comme on dit, le beurre clarifié, même s'il y a la présence de ce fameux palmitate qu'on retrouve aussi dans l'huile de palme. Je ne pense pas que ce soit problématique pour donner quand même mon avis actuellement, mais par principe de précaution et parce que j'ai pas été encore assez exhaustif sur ce domaine de la littérature, je vais prendre un peu de temps avant de me prononcer davantage. Voilà, Bon, bah, c'est tout à ton honneur. On te laisse le temps alors. c'est cool, ça marche. Bon, Mais bon, perso, je mets du beurre sur le pain, mais c'est pas en guise de conseil. C'était juste pour dire que je le fais non, volontiers, oui, effectivement, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est excellent. Enfin, c'est excellent au goût, je parle en tout cas. totalement. Voilà, bah écoute, bah, je te propose de d'arrêter ici et puis de dire peut-être un épisode 3 une prochaine fois, mais en tout cas pour aujourd'hui, ça me paraît quand même relativement conséquent. Magnifique. Bah, merci infiniment de m'avoir rejoint à nouveau. On avait carrément, il y a pas mal de personnes qui ont réclamé ce live numéro 2. Si vous êtes de nouveau plusieurs à réclamer un live 3, moi je suis là de toute façon, mais si vous voulez que Victor revienne, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ce sera avec plaisir. Tu viens de le proposer. Je saute sur l'occasion pour dire qu'il suffit de me le dire et puis peut-être ça se refera. Puis bah, du coup, merci à toi encore une fois. Merci à vous Merci toutes à et vous toi. tous. Et à la prochaine, si vous ne suivez pas encore Victor, allez régler ça tout de suite en allant le suivre. Et puis vous pouvez mettre un petit like sur sa dernière publication du lait parce qu'il a mis les choses dans le contexte et c'est très bien. Bah écoute, je te remercie et puis ouais non, ce sera avec plaisir un autre live et puis pareil, si jamais j'ai des abonnés qui ne sont pas abonnés à Will, et bah allez faire un tour sur sa page, c'est une mine d'or. Voilà. Trop cool. Et À la puis bon prochaine tout le monde. entretien. Merci encore, c'est cool. Ciao.